Bien, bonjour à tous et bienvenue dans ce Space Cake numéro 27 où on va parler de divers sujets. C'est sujet libre ce soir. Donc, si vous voulez participer, si vous nous écoutez en rediffusion, n'hésitez pas à venir sur Twitter. On est en direct tous les mercredis soirs à 21h30. Et sinon, c'est parti. On avait évidemment quelques questions là concernant les BRC20. Ça a pas mal pété, ça, les BRC20 ces derniers jours. Alors, je regarde les questions qu'on avait déjà là, en attendant Pantamis. Alors, on avait une question, sauriez-vous expliquer ce que sont les jetons BRC20 et comment ils fonctionnent? Ouais, alors pour ceux qui n'ont pas trop suivi là, les BRC20 dernièrement, en gros, c'est un développeur, la Domo, il s'appelle, qui utilise le protocole Ordinals non pas pour faire des NFT, des digital artifacts, comme disait son créateur, comme on faisait auparavant en début d'année, que ça avait pas mal pété d'ailleurs. Il y avait eu une belle vague là, d'adoption au niveau des NFT sur Ordinals. Mais lui, il a eu l'idée de créer des jetons fongibles grâce au protocole Ordinals. Et ben, pour cela, il va envoyer non pas des images, mais du texte directement. Alors, ça fonctionne avec des JSON. Pantamis pourra peut-être nous en dire plus au niveau technique, comment ça fonctionne. Et ils envoient ça dans les témoins avec le protocole Ordinals. Euh, voilà, en gros, pour les BRC20. Je sais pas, est-ce qu'il y en a dans les auditeurs qui ont un avis un petit peu sur ces BRC20? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous en avez acheté? Est-ce que vous voulez faire un x100 sur ces BRC20? J'ai vu qu'il y en avait qui étaient déjà cotés, là. Il y avait le Ordi, j'ai vu qu'il y avait une marketplace. Si vous voulez parler, n'hésitez pas à monter, à demander la parole, si vous avez un avis là-dessus. D'ailleurs, le développeur, la Domo, quand il a vu que ça commençait à monter, là, début mars, j'ai vu qu'il avait fait un tweet pour dire attention, ne mettez pas d'argent dessus, c'est juste une expérimentation. Euh, on n'a pas besoin de. Ah, bah, il y a Lounès. Tiens, je vais inviter Lounès. Je sais pas s'il peut parler, Lounès. Et les gens, ils sont quand même y allés. Et le marché libre a fait que, bon, bah, finalement, ce qu'il disait n'avoir aucune valeur, bah, finalement, il s'avère que ça a de la valeur, puisqu'il y a maintenant des places de marché, ça s'échange. J'ai vu qu'il y avait des ordis qui s'échangeaient à 3 dollars le jeton cet après-midi. Donc, ça a quand même une certaine valeur. Salut, Lounès, ça va? Yo, ça va et toi? Ça va, super. Bah, écoute, on a déjà commencé un petit peu. On a parlé un petit peu d'Ordinals, des BRC20. Qu'est-ce que t'en penses, toi, un peu de ça? J'ai j'ai vraiment pas regardé. Tu veux dire la nouvelle version, leur nouveau truc, qu'ils ont repris le nom et en fait c'est pas du tout la même chose? De quoi c'est le même nom de quoi? Parce que les BRC20, t'avais les premiers BRC20 où c'était directement du JSON qui servait à faire les transferts, etc. Qui était Hmm. QTC Ouais, Originals. c'est ça. Et maintenant, t'as l'espèce de nouveau truc qui s'appelle pareil, qui fait pas du tout la même chose. Où là, c'est les TRC, mais ils appellent comme ça BRC20. Où en fait, c'est plus un smart Hmm. contract off-chain. Mais j'ai pas plus regardé que ça. Et c'est pas sur Ordinals, ça aussi? Et ben, s'il y a moyen que ce soit comme Ordinals, mais en fait, je pense que juste, ils committent dans un Ordinals au changement d'état et tout, puis après tu des nœuds off-chain qui s'occupent de gérer les transitions d'état et tout. C'est un peu un RGB fait à la très va-vite, quoi, avec Ordinals. De ce que j'ai pu voir, très rapidement, je me suis pas intéressé à ça. Ok, ok. Parce que moi, ce que je décrivais, c'était ouais, le fonctionnement des premiers BRC20, mais je savais même pas qu'il y en avait d'autres maintenant. Ouais, si, Mais ça fait c'est une pas petite les semaine, trucs. ouais. Ouais, mais ce qui a explosé là, c'était aussi sur Ordinals, puisqu'on a vu les chiffres Ordinals exploser complètement là. Oui, oui, c'est sur Ordinals, les nouveaux BRC20. Appelons ça les TRC20 parce que c'est pas la même chose. Enfin, en fait, je Et crois que c'est alors, un les mec, je anciens crois que c'est un mec BRC20, qui a c'est repris quoi? le nom. Je crois que c'est un mec qui a repris le nom, mais ça fonctionne pas du tout pareil. Ok, ok. Ouais, et il me Mais semble c'est que le le truc qu'a fait dev, Domo là. Le développeur, c'est Domo, euh, son nom. je sais pas, parce que les développeurs du premier BRC20 ont dit que c'était le nouveau, c'était pas de eux et qu'il fallait pas les confondre.
Ok, ok. Ben moi, j'étais en train de confondre, tu vois. Mais le premier BRC20, c'est le truc qui est sorti début mars, là. Ouais, le premier BRC20, on en a déjà parlé vite fait, je crois, à l'entonnoir, où en Ouais, fait, c'est juste du RPC sur la chaîne, quoi. ouais, Où ouais. t'appelles des méthodes avec des paramètres, et puis après, après, il suffit de remonter l'historique pour savoir ce qui s'est passé. Ok, ok. Et le truc dont parlait Grito, là, je sais pas si t'as vu son thread à Grito. C'est les anciens ou les nouveaux, ça? Ah bah attends, je vais voir vite fait. Avec où d'abord il deploy, et après il mint, et après il peut transférer. C'est trois types de transactions. Hmm. Ah, ça, c'est les anciens. Grito, il parle des anciens. Ok. Puisque j'ai regardé un petit peu là, la plateforme d'échange, je sais plus comment elle s'appelle. Il y a une plateforme d'échange là où ils échangent. Il y en a qui ont de la valeur un peu déjà. Là. Il y a le Ah ouais? token Ordi qui a de la valeur, tout ça. J'ai regardé un petit peu, ça fonctionne comme ça là-dessus. Donc c'est pour ça que je comprends pas ce que c'est les nouveaux BRC20 là. Faudrait que je regarde. Eh ben, attends, je vais essayer de trouver un Hmm. BRC20. Une petite recherche, on va vite trouver. Ouais, tous les coups, si je tape smart contract. C'est quoi brc20.com? C'est le truc où tu peux minter en ligne? Alors moi Putain. j'avais regardé. Ah, on a une demande, peut-être un connaisseur. Hop, je t'ai fait monter. Salut le hasard. J'en étais sûr. Ouais, j'ai regardé le truc Toujours des lui, putain. BRC20, mais enfin, c'est drôle, mais sans plus, quoi. À part que ça spam comment dire, la même pool, du coup, on se retrouve avec plein de sats par Vbrit. Ouais, mais pour les frais c'est le Ouais, top. Hein. ouais, c'est génial aussi pour du sales. Hier j'ai vu que ouais, hier, j'ai vu, il y avait des blocs qui passaient avec 1,5 Bitcoin de frais rien que pour les transactions. C'est énorme. Je sais pas si on avait déjà dépassé autant de frais au niveau de la même pool. Je sais pas, mais je me rappelle que Ah, j'avais c'est. payé il y a pas longtemps une très très grosse somme, donc je suis pas étonné. Ah voilà, attends, regarde, je te mets le thread qui annonce les BRC20 Trust Contract, ou je sais pas quoi là. Je t'ai mis un premier tweet d'un mec qui fait un recap des trucs qui existent. BRC20 Originals, ça c'est le truc que tu connais et dont on parlait. Et puis après, tu as BRC20 Trustless Computer. Et ça, c'est le nouveau truc. Et je t'ai mis le thread du mec qui a fait ça. Et c'est clairement pas ouf, je crois, hein. Mais ouais, comme ça, tu l'as. Ouais, c'est ça, ça date déjà 5 jours, Ok, c'est tout super. récent. Après, je sais pas qu'est-ce qui explose en ce moment entre les deux. Je sais pas trop. Parce que là, dernièrement, c'était Ordinals qui explosait. On voyait là les données sur c'est Dune, là, le site où il y a un mec qui tient un peu les données avec des graphiques. Et tu voyais qu'il y avait les inscriptions en fichier texte qui avaient explosé là, mais vraiment explosé. Ordinal, ça avait mis 3 mois, un truc comme ça, pour arriver à 2 millions. Et là, on est déjà quasiment à 4 millions en l'espace de une semaine, quoi. NGU. Ouais, bah écoute, ils font joujou, hein. Et ce sera pareil quand il y aura RGB, hein. Quand il y aura RGB, ils font joujou, et puis voilà. Et Ça te toi, fait plus j'avais une de autre frais. question. Toi, t'as acheté quel token du coup BRC20 Lounès? T'as des conseils un petit peu pour nous? Bah ouais, mais c'est un peu des leads d'initiés, quoi. Donc je vais éviter d'en parler du LNM token, tout ça. Vous verrez. Ah ouais, non, moi je savais même pas ça. Je te demandais pour troll. Non, parce qu'il y en a, ils ont de la valeur. Hein. Non, mais je trollais aussi. Ah, mais non, mais je sais pas. Après, vous faites ce que vous voulez. Hein. Ah, quand même. Moi, je Bon, après, voulais je suis pas content quand même, puisque respecter.
Parce que du coup, avec ces histoires de BRC20, on voit que Taro est définitivement mort et que ça fonctionnera jamais. Bah ouais, c'est ça, ils sont bien à la ramasse, quoi. Tiens, bah, il y a Guillaume qui nous a rejoint pile à ce moment-là. Ouais, non, Taro, ils sont bien à la ramasse. Et RGB arrive en force. Et en attendant, en intérimaire, on a BRC1. Bon, en tout cas, ça prouve que tout l'argent qui est déversé dans la DeFi sur Ethereum, tout ça, ça peut flip facilement sur Bitcoin, quoi. Bah, en fait, je pense que ça prouve que eux, ils attendent qu'une chose, c'est que ce soit disponible sur Bitcoin, quoi. Dès qu'il y a un semblant de truc qui y ressemble, on voit bien l'activité qu'il y a. Donc, je pense que quand il y aura vraiment un truc qui marchera, ça va. Ouais. Ils vont tous venir, ils vont tous se précipiter comme ils font un petit peu maintenant. J'ai pas envie de faire mon Luc Dasher, mais si on va finir avec des dégènes en full Stamps, full BRC, full machin, et que on se retrouve avec une chaîne giga grosse, plein de frais et tout, ça va être le bordel. Bah, la chaîne, elle sera pas plus grosse que si c'était deux transactions, tu vois. Oui, Mais ouais, mais enfin, comment dire, techniquement, si t'as tous ces dégènes-là comparé à juste des gens qui font des transactions, t'auras beaucoup plus de gens. ouais, mais eux, ils font Après, des les transactions gens-là, aussi. ils ont payé, etc. Il n'y a aucun souci, mais ça reste un peu dommage. Ouais, mais eux, ils font des transactions aussi, donc enfin, c'est le même Oui, débat que pour les ordinals. Qui oui, sommes-nous bien pour sûr, juger je ce que les ne gens dis font pas du avec la tout chaîne, quoi. le contraire, hein, enfin, c'est le free market, etc. Je trouve ça un petit peu dommage, mais enfin, si à long terme, de toute façon, comment dire, c'est pas si utile que ça, on verra comme Ordinos que à un moment ça redescendra. On avait fini avec une même poule claire, donc on verra bien. Mais après, combien de fois on a dit, ouais, plus jamais on verra la même pool à 1 SAT par V-byte, et combien de fois, d'un coup, on la clear, et pendant plusieurs semaines, elle est restée à 1. Franchement, ça fait que aller et revenir, donc je me fais pas trop de soucis à ce niveau-là. Et puis au pire, s'il faut payer 1 € au lieu de 10 centimes, bah on le fera, hein. Ouais, Guy? Salut Yo. Gigi, n'hésite pas à poser ta question. Salut les gars. Non, moi j'avais pas une question. C'est juste pour dire que moi, ça fait 48 heures que je dors très bien parce que en pourcentage de transaction fees, on a dépassé 10% pour la première fois depuis, je crois, le halving de 2020 peut-être. Et puis en plus de ça, là où les ordinals et les inscriptions, ça prenait beaucoup de place sur la chaîne, les BRC20 qui restent des inscriptions, mais qui sont vraiment des toutes petites inscriptions, prennent beaucoup moins de place sur la chaîne. Et ça fait qu'il y a des milliers de dégènes qui sont prêts à payer des fees extrêmement élevés. À l'inverse des inscriptions, parce que eux, c'était des users low time preference, alors que les BRC20, c'est une course pour minter. Du coup, ils font grimper les fees. Moi, je trouve que ce développement, il est hyper bullish pour la soutenabilité de Bitcoin long terme. Et donc, c'est la raison pour laquelle je dors très, très bien. Et ouais, ils sont venus déjouer. J'avais vu que tu avais fait une analyse qui était super pertinente là sur les NFT, enfin sur les inscriptions en images, qui étaient un petit peu une sorte d'acheteur de. Tu avais dit acheteur de dernier recours pour le block space. Et du coup, finalement, les ordinals en mode BRC20, il n'y a plus d'acheteurs de dernier recours là, ils passent devant tout le monde. Ouais, c'est exactement ça, parce que pour eux, du coup, il y a un incentive économique à être validé super rapidement, parce que pour expliquer comment ça marche, euh, la manière de distribuer le supply d'un nouveau shitcoin BRC20, c'est de dire, voilà, de mettre un maximum supply, donc on va dire 1000, et de dire combien tu peux en mint à chaque fois par transaction. Et en général, c'est une limite assez faible, donc on va dire 1. Ça veut dire que pour mint les 1000 tokens du supply, il faudra faire 1000 transactions. Et donc, du coup, tu vas avoir tout le monde qui va se précipiter pour faire sa transaction avant tout le monde et donc mettre des grosses fees. Et c'est pour ça que la situation actuelle, elle est comme elle est, quoi. Donc, c'est, c'est en fait, c'est presque le chat qui se mord la queue, quoi. C'est les degens qui se ramènent sur Bitcoin et qui se retrouvent à payer des fees exorbitantes
pour financer leur propre shitcoinerie et ça rapporte des fees aux mineurs, donc moi je suis content. Ouais, carrément, c'est cool. Là, les frais, c'est dingue, hein. Je disais tout à l'heure, il y a des blocs avec des 1,5 Bitcoin en frais de transaction, c'est énorme. Salut, ex-Bitcoin. Ouais, si c'est science. Bah écoute, moi je suis 100% d'accord avec Gigi. Par contre, j'ai une remarque à faire. J'ai entendu dans d'autres spaces, certains disaient qu'ils vont se calmer à mesure que les transactions, que les blocs vont se remplir d'autres transactions avec le bull run qui arrive, tout ça. Mais je ne suis pas forcément d'accord parce que connaissant la shitcoinerie, ils n'en ont pas grand-chose à foutre en fait que les frais soient élevés de leur côté. On peut le voir sur Ethereum par exemple, hein. Donc je pense que ça peut être une tendance assez durable au final. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je crois que c'est contrairement aux ordinals JPEG ou aux stamps, là, en fait, ça peut devenir une tendance assez long terme et qui est bonne pour les mineurs, quoi. Ah ouais, j'entends, mais là, c'est un peu du bricolage quand même, non, la structure? Enfin, ça m'a l'air. Je suis pas spécialiste, hein, moi je sais pas du tout comment ça marche. Maintenant, j'ai compris qu'ils faisaient des tokens, Ouais, voilà, des les tokens, BRC20, c'est du gros bricolage, ouais. ils font des tokens, etc. Et puis c'est vrai ce que Gigi dit, c'est qu'il y a souvent cette mécanique là d'un max mint, et ce qui force du coup les utilisateurs à faire vachement de frais. Donc, mais voilà, moi je dis attention, si vous pensez que c'est quelque chose qui peut s'essouffler, je suis pas sûr. Quand on voit les frais sur Ethereum et la shitcoinerie, ça les fatigue pas, ça. Donc voilà. Non, je pense que ce qui va les essouffler, c'est pas les frais, c'est le manque de fonctionnalités comparé à des vrais smart contracts sur Ethereum. Parce que les BRC20, c'est très clairement limité. Et comme disait Loïc, quoi, c'est du bricolage, quoi. Et il y a les Ordinals, ils ont voulu essayer de faire quelque chose. Et la manière dont c'est fait, bah, ouais, c'est le bricolage, c'est le bon mot. Après, la question c'est est-ce que ce type de personne cherche vraiment les fonctionnalités d'Ethereum? Parce qu'en vrai, on va pas se mentir, hein, la majorité des gens, ils sont juste là pour pump et dump un token rapidement, et en vrai, c'est le truc parfait pour ça. Le second point, c'est, je dirais, il faut pas sous-estimer les trisomiques qui travaillent dessus. Parce qu'il y a un mois, c'est là où la documentation BRC20 est sortie. Un mois avant ça, ça n'existait pas. Qui sait ce qui va exister dans un mois encore? Parce qu'il faut bien se rendre compte que là, en fait, avec l'arrivée des Ordinals, il y a beaucoup de développeurs de Bitcoin Cash, de Ethereum, etc., qui se sont ramenés là-dessus, hein, comme des sangsues, pour essayer de venir faire un peu d'argent sur Bitcoin. Mais maintenant qu'il y a les BRC20, il y en a encore plus qui vont se ramener. Et qui dit plus de développeurs, dit plus de brain power. Et donc peut-être que Ah non, ils mais vont trouver des solutions pour se rapprocher un petit peu de ce que peut faire Taro et RGB, même si ça sera jamais élégant, etc. Mais il faut se poser la question, pourquoi ça marche et pourquoi ça n'a pas décollé sur RGB, par exemple? je suis enfin, je m'y connais pas hein, sur tout ce qui est ingénierie et qu'est-ce qui est possible de faire euh, comme programmabilité, etc. Mais je suis totalement d'accord. Faut pas sous-estimer le pouvoir des mecs qui redoublent d'inventivité pour faire du pump and dump et créer des nouvelles mécaniques pour des nouvelles narratives et refaire le coup à chaque fois différemment. Voilà. Donc, à mon avis, effectivement, on risque de voir de l'innovation arriver niveau programmabilité. All-in SCPI. Vous pensez pas qu'il y a un rapport avec... bon, déjà, excusez-moi, bonsoir. Vous pensez pas qu'il y a un rapport avec la blockchain Stax, la L2 développée Bitcoin, et les protocoles DeFi qui sont en train d'arriver, type Alex, Arcadico? Je connais pas du tout les deux derniers que tu as mentionnés. Par contre, Stax, Ouais. c'est un scam de marketing. Ouais, mais t'as quand même des Mais protocoles qui sont en train de se développer dessus, type Alex. Alex, qui te permet d'avoir soit ton stats en partie liquide via le protocole Arcadico. Ils sont en train de proposer et oui, mais en développer fait, c'est pas lending. Bitcoin. C'est pour ça Oui, que oui, je je dis, suis d'accord, je suis c'est d'accord, pour mais ça que je dis c'est un scam. En fait, ils utilisent presque pas Bitcoin. En fait, ils se vendent comme de la DeFi sur Bitcoin, mais en fait, c'est vraiment juste une oui, sidechain à ouais, la ouais, ça base Liquid de. ou pire que Ok. Liquid, tu vois. Donc en fait, c'est pas du tout Bitcoin. C'est juste un truc à côté. Ils s'ancrent de temps en temps et puis voilà.
Ok, ouais, c'est pas mal Ah, d'avoir ce point de vue-là. Moi, je l'avais pas de Nicolas ce me met un vue-là. pouce en bas, donc peut-être que je dis une connerie, mais Mais intéressant à savoir, à développer justement, parce que moi, personnellement, tu vois, je suis plus investisseur, j'aime beaucoup de Bitcoin, je découvre, je dirais pas que je découvre la crypto-monnaie maintenant, ça fait plus de 24 mois, mais et le protocole Alex à Arcadico, du coup, c'est un système qui est en train de se développer et ils reprennent des idéaux, des types launch DEX sur Alex pour lancer des ordinals. Il y a eu notamment, comme d'habitude, hein, le coup des singes en premier coup, mais là, il y a comment, des projets qui devraient arriver et il faut savoir qu'il y a un bridge Ethereum vers Stacks via le protocole Alex qui est opérationnel. Ouais, mais après, c'est juste que ça, il n'y a rien de décentralisé derrière, c'est décentralisé que dans le nom. Oui, ça, C'est là-dessus, je suis d'accord avec toi. Voilà. Après, tu vois, moi demain, je sais pas, je monte une boîte et je balance de la data dans des op return ou même dans des ordinals. C'est pas pour ça que ma boîte elle sera décentralisée ou que le service que je propose sera décentralisé, tu vois. Ah, ça, c'est... On parlait de la même chose hier avec Fanny. C'est marrant parce que aujourd'hui, entre ce qui se passe avec Ordinals et compagnie, et puis même si tu regardes les possibilités ouvertes par le Lightning Network et tout, on comprend plus vraiment l'excuse pour aller construire des trucs sur des EVM, par exemple, parce qu'en réalité, le seul point limitant, c'est avouer où sont tes points de centralisation. Tu vois, effectivement, sur ça, il va y avoir un serveur Firebase, etc. En fait, ça démontre par A plus B. bah, c'est- Même si c'est du shitcoin, ça rajoute une couche d'honnêteté. C'est-à-dire qu'on le voit, c'est effectivement centralisé, au moins sur certaines parties. Donc, Mais avec juste la transparence, en fait. C'est juste ça. exactement, ouais. Et en fait, c'est ça, un exemple tout con. Tu vois, je sais pas, j'ai pas d'exemple en tête, mais tu Ah, prends. moi, je l'ai l'exemple. L'exemple concret, c'est ce que développent les gouvernements actuellement, en fait. L'exemple concret. Ah oui, non, je voyais plus dans le sens des applications ou des Ah soi-disant bah, USDT moi, tout tokens. de suite, ça m'a fait tilt, en fait. Tu vois, ça m'a fait tchou, tu vois, l'éclair qui a fusé. Et c'est exactement ce que prônent et ce qu'ils veulent. C'est-à-dire, en gardant un contrôle via une centralisation, mais garder une transparence, c'est tu peux regarder ce qu'on fait, quoi. Ouais. Ah, en tout cas, ouais, c'est ça. J'ai l'impression qu'il y a une grosse hypocrisie côté des EVM et sur la shitcoinerie en général, à te faire croire que tout est décentralisé. Aujourd'hui, ils ont tous les outils pour pouvoir construire des trucs, que ce soit sur Bitcoin ou sur Lightning. Sauf qu'il y aura plus d'hypocrisie, il y a forcément des parties décentralisées, centralisées, et ça se voit, ça se sait. Donc je sais pas ce que ça va donner, mais c'est intéressant. Entre-temps, il y a Panta qui est arrivé. Salut Panta, j'espère que tu vas bien. Hello. yo. Alors toi, qu'est-ce que tu en penses de ces BRC20 et est-ce que tu as pensé à faire le plein de Ordi, de PEP et de SHIB? Ah oui, bah oui, carrément, j'ai rechargé. Ouais. Bah disons en fait, enfin moi ce que j'ai pas regardé exactement en détail et tout comment ça marchait. J'ai quand même lu les quelques trucs, les quelques documentations à peu près bien faites là-dessus. Euh, En gros, de ce que je comprends, moi, c'est qu'en fait c'est utilisé. C'est un petit peu utiliser Bitcoin comme une genre de base de données pour ensuite créer un registre dessus en fait. Donc genre j'écris mes transactions littéralement dans des ordinals pour que tout le monde puisse voir la transaction, la valider, etc. Mais ce qui est bien déjà, enfin quand même ce qui est bien, c'est qu'il y a quasiment pas de coût en termes de validation pour les nœuds, les full nodes. Ils ont juste à parser, ils parsent le ordinals et puis après, c'est tout, quoi. Ils ignorent toute la donnée qu'il y a dedans. Donc bon, au moins, ça a le mérite de juste occuper de l'espace, pas de faire consommer de la ressource de calcul au full node. Donc c'est déjà pas mal. Euh, Après, enfin, concrètement, c'est des solutions qui sont très inférieures à RGB. En termes de design, c'est très inférieur à RGB. Par exemple, c'est pas privé parce que tout le monde voit la transaction, alors que RGB, personne ne voit la transaction dans la blockchain s'il n'est pas au courant. Et, euh, et puis bon, ça n'utilise pas toute la puissance du protocole. On va faire de toute façon prochainement on va commencer les spaces sur RGB
dans les semaines qui suivent là, donc on pourra détailler un peu plus, mais globalement l'idée c'est que le protocole il permet de prévenir contre la double dépense. Et là, comme la donnée qui est écrite dans les ordinals n'est pas validée par les nœuds, eh bien, il n'y a aucune protection contre la double dépense. Donc j'ai vu un thread aujourd'hui passer où des personnes montraient une attaque à la double dépense sur des contrats sur des BRC20. Donc les BRC20, pour éviter la double dépense, ce qu'ils sont obligés de faire, c'est de dire, bon, l'inscription de la transaction ou le mint ou je sais pas quoi, on ne va considérer que la première valide, et la première dans le registre confirmé, c'est-à-dire dans le bloc qui mine les inscriptions, on va considérer que la première inscription qui réalise la dépense comme valide, afin d'éviter la double dépense. Et donc ça fait que ça fait qu'on ne peut pas déjà avoir quelque chose de privé. On est obligé de montrer toutes les transactions. Et en plus de ça, ça nécessite de maintenir un registre séparé. C'est-à-dire que même si la donnée des transactions, elle est disponible sur la blockchain Bitcoin, eh bien, il faut quand même récupérer toutes les inscriptions qui existent de ce type-là et faire tourner soi-même, en gros, une sorte d'IBD à partir de ces transactions pour vérifier qu'il n'y a pas de double dépense et considérer que seules les premières dépenses sont valides et que toutes les doubles dépenses suivantes ne le seront pas. Ce qui est quand même vraiment pas optimal. Donc en gros, moi, le problème que j'ai avec ces choses-là, c'est que bon, après, on peut avoir toutes les dissertations qu'on veut sur la shitcoinerie, le fait de créer des tokens, etc. Mais c'est-à-dire que cette manière de faire est très inefficace. On a un moyen de vérifier qu'il n'y a pas de double dépense, c'est de dépenser des UTXO. Et ces protocoles-là n'utilisent absolument pas ce principe-là. Ils se contentent juste d'utiliser Bitcoin comme une sorte de couche de stockage. Et bon, c'est vraiment sous-optimal. Donc voilà, je veux dire, si on veut faire de la shitcoinerie, bon bah voilà, ça fonctionne. On pourra sûrement build un écosystème tout aussi complexe que celui d'Ethereum sur la DeFi si on en avait envie avec ce genre de choses, mais c'est juste très très inefficace, quoi. RGB le ferait beaucoup mieux si c'était son objectif, mais c'est pas vraiment son objectif, mais RGB permettrait de le faire beaucoup mieux, quoi. Donc voilà, il y en a peut-être qui regardent ça parce que bah ils se disent ah bah ça y est, on peut faire de la DeFi sur Bitcoin, etc. Et ils n'auront pas complètement tort, quelque part, mais en fait, depuis le début, on pouvait en faire. C'est juste qu'il fallait spécifier un protocole qui s'appelle RGB derrière. Et voilà. Donc, bon, c'est Panta, pas... j'ai une question. Je suis pas sûr d'avoir compris. Est-ce que ce que tu as dit là sur les échanges de ces shitcoins, ils sont tous inscrits dans un ordinals et ça fait une sorte de roll-up qui s'ancre après sur Bitcoin, c'est ça? C'est un peu ça. En fait, tu veux, normalement, dans un roll-up, tu écris enfin, tu batches tes transactions et puis tu commits le batch. Donc, c'est-à-dire, soit tu ancres le batch via Ouais, ouais, son ouais. hash, soit tu l'écris directement et c'est ce qu'ils appellent les sovereign rollup, c'est carrément écrire le batch de transactions, tu le mets dans un ordinals et puis tout le monde regarde les batchs de transactions se passer les uns à la suite des autres. Et ben là, les BRC20, c'est un peu la même chose, sauf que c'est pas batché. C'est chaque personne qui fait sa transaction, il doit créer un ordinals pour indiquer qu'il veut faire une transaction et inscrire sa transaction. Cette transaction, elle va être complètement ignorée par les full nodes en termes de données à valider à l'intérieur. Et donc, du coup, il refaut quelqu'un qui va faire tourner un genre de full node BRC20, si tu veux, qui va compiler toutes les transactions qui ont été inscrites de cette manière-là et qui va vérifier s'il y a des doubles dépenses ou pas. Parce que cette vérification-là, les full Ouais. nodes ne la font pas. Et donc, c'est en ce sens-là que c'est très inefficient. Parce que quand tu Ouais, fais tu ton vas inscription, faire de tu la vie dépenses pour une rien. UTXO. Je comprends. Voilà. Et donc RGB est beaucoup plus intelligent de ce point de vue-là, parce que dans RGB, tu n'inscris pas tu inscris quelque part dans des genres de Satoshi, mais en fait c'est juste des UTXO. Et quand tu fais ta dépense, tu spécifies vers quel UTXO tu dépenses les choses. Et donc c'est grâce au fait qu'une UTXO ne peut être dépensée qu'une seule fois que tu as une vérification de double dépense. Donc c'est très très efficace par rapport à BRC20. Et c'est ça que je veux dire, c'est qu'en fait, RGB a pour moi plus de légitimité parce que c'est une utilisation du protocole pour ce qu'il est, c'est-à-dire vraiment vérifier la double dépense. Alors que BRC20, c'est utiliser Bitcoin pour sauvegarder des données et après, on va vérifier qu'il y a une double dépense ou pas. Alors que
Bitcoin, c'est vraiment fait au départ pour vérifier à double dépense quand même. Ça a vraiment été optimisé pour ça, quoi. Mais les inscriptions, elles sont quand même attachées à des SAT. Donc si tu Alors, dépenses les... ouais, en fait, non, parce que dans les BRC20, en fait, c'est attaché à des adresses. Ton compte, c'est une adresse. Tu vas, les inscriptions, c'est dans le cas des BRC20, elles servent juste à écrire des choses en soi. C'est juste que, en fait, tu utilises la Ordinals Theory pour dire, bah, mon transfert, je le fais dans un Satoshi, mais en fait, ce Satoshi, tu es contraint dans les spécifications du BRC20 de dire le Satoshi, je l'envoie à une adresse qui est l'adresse de mon compte BRC20. Et quand je crée l'inscription, il faut que que je la crée en dépensant depuis cette adresse et que je me renvoie le change dans cette adresse. Enfin, tu vois, il y a tout un système de compte qui est en fait basé sur des adresses. Donc là aussi, c'est très inefficient parce que ça fait faire beaucoup d'adresses reuse en fait. Mais, du coup, bon, on n'y est pas, hein, bien sûr, hein, mais cette idée de bundler les transactions et de faire un peu du roll-up, ça pourrait être une solution euh, pseudo layer one dans le futur pour éviter les trop gros frais. Bon, après, on a Lightning, donc ça sert un peu à rien. Ou bien pour faire du bundle de transactions à laquelle on va rajouter une encryption pour ajouter de la confidentialité, quoi. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, ça m'ouvre ce genre de perspective dans la tête. Alors, en fait, bon, le système, ce qu'on appelle bundle les transactions, enfin, en gros, les batcher, c'est avoir quelqu'un qui produit un registre, en fait. Quelque part, c'est avoir quelqu'un qu'on charge de produire le registre, et puis bah, pour s'assurer que le registre il est intègre, quand tu le reçois, on va l'ancrer dans la blockchain pour faire en sorte que l'intégrité du registre soit préservée. Euh, et quelque part, Lightning, c'est une sorte de bundle de transactions. Si tu regardes finalement Lightning, enfin, tu as une transaction de funding pour financer le canal, pour le faire exister. Et puis après, lorsqu'il est dépensé, les fonds sont répartis en fonction du solde des comptes. Mais donc du coup, il peut s'être passé un nombre de transactions infini entre les deux personnes. Donc quelque part, c'est une sorte de batch qui est très efficient parce que justement, j'ai pas à mettre toutes les transactions intermédiaires. Mais quelque part, c'est un genre de batch de toutes ces transactions intermédiaires. Donc c'est très efficace à ce niveau-là. En fait, ce que tu décris, moi, je le vois plus si on voulait rester complètement un peu moins trust dépendant d'une trust. On pourrait avoir des genres de coin pool, enfin des pools de paiement, des gens qui se mettent dans des grandes assemblées de gens qui tiennent des registres à plus que deux personnes et qui réunissent plein de transactions, batchent plein de transactions entre eux et via des échanges de liquidités ne laissent en on-chain que très peu de traces parce que bah, il y a que quand il y a besoin de faire le solde des comptes qu'on va écrire quelque chose dans la blockchain. Donc c'est une manière très efficace de batcher les transactions là aussi. Après, bon bah quand tu fais un parce que tu peux avoir des solutions de type, enfin, je pense que tu penses à des choses comme les Stark ou des choses de ce type-là, enfin, des solutions avec des preuves de calcul prouvées que un batch de transactions s'est bien réalisé. Ouais, c'est les ZKP, là, c'est ça que tu parles? Les 0,0. Alors, bon, ouais, tu peux appeler ça ZKP si tu veux. C'est juste que bon, j'aime pas ce terme-là parce que, enfin, une signature, c'est une ZKP, hein. Voilà, mais bon, bref, oui, enfin, les Stark, en fait, ces histoires de preuves de preuves de calcul, quoi, de prouver que tu as fait un calcul. Donc, on appelle ça des arguments de connaissance, donc argument of knowledge. Donc, il y a les Snark et les Stark, et c'est surtout les Stark qui font entendre parler d'eux. Euh, et, euh, et dans ces cas-là, en fait, ce que tu peux faire, c'est tu peux avoir des transactions qui sont faites sur ces réseaux-là. Et après, il y a un genre une personne qui va réaliser une preuve faire une preuve très concise que toutes ces transactions ont été réalisées de manière valide. Donc c'est évidemment très intéressant, mais après ils peuvent le réancrer sur la chaîne. Et j'ai pas encore très bien compris ce qu'ils voudraient avoir comme soft fork pour pouvoir faire ce genre de choses. Mais manifestement, tu aurais besoin quand même d'un opcode qui permet de vérifier que les preuves sont valides. Euh,
pour conditionner la dépense des bitcoins. Et donc en fait, ce genre de choses, pour moi, ça a beaucoup de sens de l'avoir potentiellement sur des systèmes à la RGB pour faire encore plus scale RGB s'il y a besoin en Bah, termes de de toute transactions. façon, de toute façon, je pense que tu as besoin d'RGB pour réinterpréter la preuve. Bah, en fait, c'est pas ça, c'est que tu as besoin. C'est que, en fait, le problème de ta preuve, c'est que tant qu'on n'a pas une soft fork qui nous dit tu peux dépenser ces bitcoins ne peuvent être dépensés de cette manière-là que s'il y a une preuve valide que cette dépense, c'est un condensé de transactions valides. Euh, En fait, le problème, c'est qu'on n'a pas d'opcode pour forcer ces conditions-là, en fait, actuellement. Donc, tout ce que donc, en fait, ce que tu fais sur RGB, les jetons que tu crées sur RGB, les smart contracts que tu fais sur RGB et tout ça, ce ne sont pas des choses qui sont validées par les full nodes. Dans RGB, les full nodes, ils ne valident que la succession de propriétaires. Ils valident juste que machin, il a le droit de posséder maintenant X Bitcoin qui était possédé par truc avant parce qu'il a donné sa signature, quoi. Et en fait, c'est que tu vas attacher à ces UTXO, tu vas attacher d'autres choses sur lesquelles, par contre, là, tu peux mettre des contrats complètement arbitraires, avec des conditions très très compliquées, des opcodes très compliqués, mais qui seront vérifiés que par les gens qui interagissent avec le contrat. Et donc, en fait, ce que je dis sur cette histoire d'RGB, c'est qu'en fait, ça n'aurait pas de prise sur les bitcoins, mais tu pourrais très bien avoir des systèmes très complexes de finances décentralisées, des choses comme ça sur RGB. Par contre, il faut forcément que ce soit sur des assets émis sur RGB. Ça peut pas être des bitcoins directement, en fait. Je sais pas si ça te parle, mais Ouais, ça me parle et puis je suis. Ouais, mais merci beaucoup pour toutes ces explications. Franchement, ça fait beaucoup de bien de rien. d'en apprendre autant en si peu de temps. On Ouais, prend. on va en faire plus, hein, de toute façon, des spaces sur RGB, on va en faire ce mois-ci. Donc Ouais. il y aura le temps de détailler un peu plus sans que ce soit trop indigeste. Mais faut comprendre le mindset de RGB et il faut aussi comprendre les limites de ce qu'on peut faire sur RGB. Et notamment, on n'a pas de prise sur ce qui se passe directement sur la blockchain. Donc enfin, pas complètement. Donc il faudra qu'on explique ça. Alors, on aura l'occasion d'en reparler. Ce sera au retour de Sosten. Yes. Alors, on Ouais. avait Kibevox. Merci Kibevox pour tes questions, comme d'habitude, qui nous a posé plusieurs questions en commentaire. Alors, c'était sauriez-vous expliquer ce que sont les jetons BRC20 et comment ils fonctionnent? Je pense qu'on l'a déjà pas mal expliqué en début de space. Et au cas où, il y a aussi j'en profite pour le dire, il y a Gritoshi qui a fait un excellent thread sur le fonctionnement un petit peu plus pratique sur comment le faire. Pour comment émettre son jeton sur BRC20. Le terme BRC veut dire Bitcoin Request for Comment, ou en français requête Bitcoin pour un commentaire. Qu'est-ce que cela signifie? Ça, c'est inspiré des ERC, c'était Ethereum Ouais, je Request crois for que c'est Comment. ça, ouais. Mais alors, qu'est-ce que ça veut Ouais. dire sur Ethereum? Après, je pense que le mec sur Bitcoin, c'est plus une histoire d'humour et de provocation, non, pour le choix du nom. Bah, je pense que c'est parce qu'il voulait. Je pense que le gars qui a fait ça, de toute façon, lui, c'était une expérimentation au départ. Et je pense qu'il a fait ça en se disant est-ce qu'on peut faire le même système qu'Ethereum avec des jetons fongibles basés sur des inscriptions. Et je pense que du coup, le nom qu'il a trouvé, c'est de remplacer Ethereum par Bitcoin dans ERC20, parce que c'était vraiment ça le. Oui, Enfin, 100%. disons que dès lors que tu arrives dès lors que tu arrives à respecter l'interface ERC20, c'est-à-dire que tu peux faire interagir que tu peux interagir en fait avec les tokens qui sont émis de manière avec les fonctions de ERC20, qui est une sorte de nomenclature. Hein. ERC20, c'est une nomenclature de comment je peux interagir avec un contrat sur Ethereum. Et c'est juste que bah, c'est la nomenclature de tous les shitcoins qui ont été créés sur Ethereum. Donc dès lors que tu sais que tu peux gérer les fonctions inhérentes à ERC20, bah, tu sais que globalement, tu peux reproduire toute la défi de Ethereum. En gros, c'est en gros c'est, c'est, c'est un peu, comment dire, tu veux prouver que tu peux faire au-delà des défis, et bah, faut que tu sois capable de faire ça. Et dès lors que tu sais faire ça, tu as prouvé que globalement, tu as la puissance d'un point de vue tu sais, pseudo-Turing complet, je sais pas quoi, tu as, en gros la capacité à faire ce que fait Ethereum, quoi. Et il y avait la question suivante qui était en rapport aussi, qui disait, y a-t-il un rapport avec les jetons Ethereum ERC20? Mais du coup, Bah, je du coup, pense que on c'est l'a que dit.
Voilà. En fait, c'est un truc on en parlera pas mal aussi quand on va parler de RGB. C'est tous ces trucs là, ERC20, ERC21, enfin des trucs. Voilà. En fait, c'est vraiment des interfaces de contrat. C'est-à-dire, c'est comment le wallet, qu'est-ce qu'il peut faire, comment le wallet sait ce qu'il peut faire avec un contrat. Eh bien, il le sait parce que le contrat, il implémente une interface de type ERC20, par exemple. Et donc ça, on va en parler dans RGB parce qu'il y a cette idée-là qui est repris dans RGB. Et là, en l'occurrence, bah, c'est que les BRC20, tu peux interagir avec comme des ERC20. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des genres de répliques de Uniswap qui acceptent les BRC20. Parce que justement, comme c'est la même interface, eh bien, toutes ces plateformes qui interagissaient, qui permettaient de faire des échanges, qui permettaient d'avoir de la liquidité sur des jetons, des shitcoins de Ethereum qui étaient toutes ERC20, et ben, ils sont capables de supporter les BRC20 aussi parce que on interagit pareil avec. Et du coup, leur plateforme est capable de comprendre comment on interagit avec ces choses-là, en fait. Et C'est ouais, ça vient de faire tilt là dans mon cerveau. En fait, j'avais pas capté, mais Unisat, la plateforme qu'ils utilisent, c'est en référence à Uniswap. J'avais pas capté. Enfin, ouais, c'est oui, oui, sûrement ça, je pense. yes, c'est ça, ouais, tout à fait. Bah oui, bien sûr, c'est totalement le truc. Et du coup, bah, ils peuvent reprendre tout. En fait, c'est très pratique pour des développeurs Ethereum parce que du coup, ils peuvent reprendre le VM et globalement, enfin, donc pareil, on parlera de ce que c'est que une virtual machine pour le cas de validation de transactions comme ça. Mais du coup, ils peuvent réutiliser en gros les langages auxquels ils sont habitués et ils peuvent les recompiler en des contrats qui sont totalement compatibles avec le format. Donc c'est ça qu'ils cherchent à atteindre enfin, dans l'expérimentation. Pourquoi l'appeler BRC20? Parce que ça communique l'idée qu'ils veut pouvoir faire en sorte que des développeurs Ethereum puissent utiliser ces jetons sans qu'il y ait quoi que ce soit de nouveau pour eux en fait. Donc, hormis bah, qu'il y a une inscription et que cette inscription, elle se fait en 2 transactions au lieu d'une, quoi. Après, on avait une autre question, c'était y a-t-il besoin d'utiliser un wallet spécial pour échanger des BRC20? Alors ça, je pense qu'il faut différencier les wallets où tu peux échanger des BRC20, mais où le wallet ne reconnaît pas forcément le BRC20, et les wallets 100% BRC20, si j'ai bien compris. Donc dans la première catégorie, tu as tous ceux qui peuvent gérer les inscriptions, hein, il me semble, donc les Sparrow principalement, peut-être Core, non? Il me semble qu'il y avait Core qui pouvait. Alors, ils peuvent pas gérer les inscriptions, mais ils gèrent les transactions, c'est ça que tu veux dire? Ouais, voilà. Ouais, parce qu'effectivement, en fait, il y a 2 niveaux. Il y a le niveau bouger les bitcoins et puis il y a le niveau bouger les actifs qui sont dans les inscriptions, qui sont dans les choses, enfin dans les inscriptions littéralement dans ce cas-là. Et donc effectivement, si tu veux que ton wallet sache qu'il a reçu des jetons et qu'il faut pas qu'il dépense n'importe comment les bitcoins qui y sont associés, eh bien il faut un wallet qui supporte le format BRC20 parce que du coup c'est des validations côté client quelque part, donc c'est des validations supplémentaires qui ne sont pas dans le protocole, donc un wallet normal ne comprend pas ce qui se passe en fait. Tout comme quand tu as une inscription déjà dans le protocole Ordinals de base, quand tu avais une inscription, il fallait bien faire attention à pas dépenser l'inscription n'importe comment, parce que sinon la théorie ordinale faisait que, sans faire exprès, au lieu de juste envoyer quelques bitcoins à quelques satoshi à quelqu'un, tu finissais par envoyer ton inscription parce qu'en fait, tu avais mis la sortie qu'il te payait en premier, par exemple. Donc, Ouais, donc en gros, il faut mieux utiliser des trucs qui sont faits spécialement pour ça, si on veut vraiment c'est ça. Et puis même utiliser du BRC20. de toute façon, quand tu vas vouloir recevoir ces jetons-là, il va bien falloir présenter une donnée qui permet à la personne de se dire c'est bon, j'envoie des jetons à quelqu'un qui peut les recevoir en fait. Et donc tu peux pas présenter juste une adresse Bitcoin random quoi. Et du coup, bon, pour info, je vous incite pas forcément à utiliser ça, évidemment, mais juste pour l'info, il y a sur Unisat, il y a une sorte de wallet en extension de navigateur, un petit peu à la Yes. MetaMask, qui reconnaît du coup les BRC20. C'est rigolo. D'ailleurs, c'est marrant Ouais. là, que les principaux qui ont. Bon, il y a le Ordi, évidemment, là, qui est monté directement. Là. Je crois que c'est celui qui est le plus tradé, lui. C'est celui qui avait été Ok. lancé au départ par le mec, comment il s'appelle, Domo, le développeur, là, début mars, et il s'appelle le Yes. Ordi. D'ailleurs, à l'air de rien, le Domo, il doit être bien, bien blindé maintenant. Bah Parce que je sais pas, ouais. Ouais.
c'est Chaque possible. ordi là, je vois que ça se trade à 3 dollars l'ordi. Ok, Et après, tu as des trucs, il y en a un qui a créé le SHIB, évidemment. Et évidemment. voilà. Bref, alors, question suivante. Ouais, Question d'ailleurs, suivante. un truc là-dessus, les assets de BRC, c'est un tickers à 4 lettres. Et une fois que le truc a été mint, tu peux absolument plus créer d'autres assets avec le même tickers. Donc tu es limité à 4 lettres, 4, 26 fois 4 lettres, quoi, en termes de nombre de tokens différents sur le protocole à l'heure actuelle. Donc, je sais pas, par exemple, notre grand maître à tous, Grito, a minté des Moolah Coin en les appelant MLCN, je crois. Il a utilisé MLCN comme lettre. Donc maintenant, vous ne pouvez plus mint des Moolah Coin. C'est plus possible. Le seul moyen de enfin, vous pouvez plus créer des Moolah Coin. Vous pouvez plus prendre ce tickers et dire, bah moi, je vais créer mon propre truc qui a le même tickers, qui a le même nom, enfin, qui a un nom proche ou des choses comme ça, en fait. Parce que tu es limité à 4 lettres, quoi. Ouais, parce que le flow, on n'en a pas parlé. Bon, c'est pas forcément hyper intéressant, mais puisqu'on en parle, le flow, c'est d'abord, il y a une transaction pour déployer. C'est ce que tu disais justement, c'est le fait Yes. de créer le jeton. Après, il y a une autre transaction qui vient après pour minter. Donc, c'est là que bah, chaque personne qui va en minter va en recevoir. Puis après, il y a les transactions de transfert pour transférer les jetons entre différentes personnes. Mais je sais pas, là, je vois sur le site là, de Unisat qu'il y a des codes à 4 lettres en majuscule et 4 lettres en minuscule. Donc il y a peut-être les deux, peut-être qu'on peut faire des mix. Je vois qu'il y en a avec des chiffres aussi. Ok, Ouais. surprenant. Il y en a un qui a créé le Luna, tiens, bonne idée. Tiens, Panta, va voir ce que je viens juste d'épingler là, de Super Testnet. Ok. Ah oui, c'est quoi? C'est Ordinals encore qui. Ouais, c'est toujours le problème. Et bah, j'ai pas eu le temps de tout lire, mais je crois qu'il y a un problème dans le client Ordinal et que ça a décalé tous les sats ou un truc comme ça. Stylé. Du coup, ça fout la merde, ça, c'est pas mal. Ouais, ouais, mais elle est pas longue, l'issue, si tu veux jeter un coup d'œil. Gigi, tu voulais dire quelque chose? Non, je voulais juste faire remarquer que par rapport à ce qu'a dit Pantamis, du coup, ça veut dire que les BRC20, ils sont encore plus scarces et encore mieux protégés de l'inflation que Bitcoin lui-même. Donc, en fait, c'est absolument incroyable. C'est ça que tu dis, Pantamis, en fait. Bah, oui, oui, parce que, enfin, oui et non, jusqu'à ce que l'ensemble de toutes les lettres possibles, entre guillemets, aura été épuisé. Mais là, une personne, quand elle mint, quand elle déploie, en fait, elle indique quel va être le supply. Et du coup, bah, il peut mettre un supply arbitrairement grand. C'est juste qu'après, il y a la fonction mint qui permet juste de faire en sorte que ce soit pas toujours la même personne qui ait tous les tokens au début, quoi. Yep. Mais D'ailleurs, dynamique intéressante, il y a des gens, du coup, un peu à la manière des, je sais plus comment on dit, mais tu sais, les sites internet, il y a des gens, du coup, qui essaient de squatter des lettres qui pourraient potentiellement être rachetées par d'autres personnes ensuite, tu vois, dans l'espoir de faire un peu de profit. Donc, il y bah, a... c'est comme les gens qui achèteraient les noms de domaine Exactement. avant que les entreprises intéressées le fassent, quoi. Enfin, c'est un peu le même délire. Ouais. Bah ouais, ouais, clairement. C'est pas surprenant, hein. Bah, ça crée tout de suite une grosse spéculation parce que si le protocole, entre guillemets, marche, bah du coup, ça peut faire gagner pas mal d'argent, forcément. Mais bon, c'est enfin, à vos risques et périls, hein, si vous tentez ça. En fait, c'est si tu fais une transaction avec zéro input, enfin avec 0 BTC en input et en sortie, je crois. En fait, ça shift tous les ordinals de 1. C'est les fameuses erreurs d'index de tableau qui commencent par 0 et pas 1. Ça sent le truc quand même. Non, je crois pas. C'est plutôt qu'ils n'ont pas prévu qu'il y ait des transactions qui passent avec des inputs à 0 BTC. Ouais. Et parce que Bah, du coup, la transaction a été filée directement à un mineur, c'est pour ça que ça a été inclus. yes. C'est dingue ça. Et Horde a validé le truc et a décalé tous les Satoshi inscrits après l'inscription 3 millions, quelque chose.
Il a décalé d'un. Il a décalé tous les Satoshi de 1 après cette inscription-là. Tiens, il y a une question intéressante de la prochaine question de Kiblevox, puisque moi je saurais pas y répondre, je connais pas bien ça. Quelle est la différence avec les colored coins? Est-ce que Euh, vous savez? Moi je connais pas bien les colored coins. alors, c'est pareil, c'est long. C'est compliqué d'expliquer. Les color coins, donc les color coins, l'idée c'était juste de dire, je peux dire, bah voilà, ces bitcoins là, c'est très proche en fait. C'est très proche parce que les color coins, l'idée c'est de dire, bah ces Satoshi là, en fait, c'est un autre jeton. Enfin, de manière complètement arbitraire, dire ces trucs là, c'est un autre jeton. Et quelque part, Ordinals, c'est un petit peu une manière de dire comment les Satoshi en question sont transférés, où ils vont, quoi. Et donc, en fait, les color coins, donc c'est utilisé par exemple pour le jeton de BISC. La DAO de BISC, elle utilise des color coins, le BSK qui est sur Bitcoin, du coup, donc pour faire ça. Euh, Là, ce qui est différent, enfin, il y a des choses proches, il y a des choses différentes. C'est que, en fait, les, dans les color coins, je ne sais pas si initialement la quantité de Satoshi, quand tu la subdivisais, correspondait à une subdivision du prix que tu envoies. Mais là, les jetons, en fait, les BRC20, dans le cas du BRC20, les jetons sont plutôt attachés à une adresse qu'à une UTXO ou des choses de ce type-là, ce qui ressemblerait beaucoup au Color Coin. Euh, en gros, quand on regarde Ordinals, Ordinals, c'est quelque part des Color Coins. C'est juste que bon, bah, c'est basé sur un truc sur l'ordre, d'où le nom Ordinal, c'est basé sur l'ordre d'apparition des Satoshi dans les transactions pour définir quel Satoshi va où. Donc quelque part, Ordinal, c'est beaucoup plus proche des Color Coins que les BRC20, parce que les BRC20, bah, les jetons en fait n'existent pas du tout sur la blockchain. C'est pas des Satoshi, c'est que là, c'est plus attaché à une adresse. Et les jetons en question, ils n'ont aucune prise sur la blockchain, elle est juste utilisée pour vérifier pour vérifier la non-double dépense via le fait qu'elle est exhaustive dans la liste des transactions qui sont censées être validées par le protocole. Euh, donc, euh, donc, en fait, c'est pas si proche que ça des color coins. Mais quand on prend RGB aussi, bah, RGB, le nom vient aussi du fait que c'est basé sur l'idée des color coins. Mais là aussi, c'est très différent euh, parce que en fait, on a beaucoup plus dans les color coins, la notion de la quantité, la valeur et la possession sont fortement, enfin, et l'existence du jeton sont fortement liées au jeton de la blockchain de départ, donc la blockchain de layer 1, alors que dans RGB ou dans BRC20, par exemple, les jetons ils existent ex nihilo, quoi. Euh, dans le cas des color coins, on va dire ces Satoshi-là, ils ont une coloration. Dans le cas de RGB, on va dire bah, en fait, j'ai créé un contrat et ex nihilo, j'ai créé des jetons. Et dans BRC20 aussi, quelque part. Donc, maintenant, ça ne veut pas dire que ça n'a aucun rapport parce que on utilise quand, enfin, les color coins. L'idée qui est intéressante dans les color coins, c'est que on peut suivre le changement de propriété de ces jetons sur la blockchain directement. Enfin, en tout cas, on peut valider les transferts de propriété. Euh, et là où Ordinals et Colorcoin sont un peu moins intéressants que RGB, c'est que ce changement de propriété doit forcément être affiché dans la transaction Bitcoin elle-même. C'est-à-dire que quand j'envoie des jetons à quelqu'un ou que j'envoie un Ordinals à quelqu'un, ce quelqu'un apparaît dans la transaction que je vais soumettre à la blockchain, soit via son adresse pour le cas des BRC20, soit via le cas aussi de son adresse pour les ordinals. Alors que dans RGB, par exemple, euh, quand j'envoie mes jetons à quelqu'un, eh bien, rien dans la transaction qui permet ce transfert, dans on-chain, rien n'apparaît pour dire qui est censé être propriétaire suivant. Donc en fait, quand on prend Color Coins, normalement RGB entre Ordinals et RGB, c'est des jetons qui n'existent pas vraiment sur la blockchain, mais on va quand même dire comment c'est transféré et on va quand même afficher le propriétaire dans la transaction on-chain. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, mais bon, de toute façon, la question n'a pas vraiment
c'est pas vraiment une question précise, donc forcément, parce que c'est une question subjective, mais voilà, je le vois comme ça. Donc on va dire que je dirais que c'est sûrement plus proche des color coins que RGB ne l'est, mais ça l'est moins que les ordinals ou les vrais color coins qui existent aujourd'hui, tels que le BSQ, des choses de ce type-là. Je sais pas si. Voilà. En espérant que mon explication vous ait pas complètement embrouillé, mais moi je le vois comme ça. Et au niveau technique, il y a aussi le fait que les colored coins, c'est des up return. Alors, pas forcément. Justement, Ah, en fait, non, justement, dans le BSQ de BISC, il n'y a pas d'up return, je crois. Et dans Ordinals non plus, en fait. Et parce que vraiment, l'idée est de dire je transfère les pièces, je transfère les pièces et c'est les pièces qui représentent les jetons. Et ouais, donc, du coup, ordinal, je le savais, je pensais que c'était une différence que les colored coins s'étaient établis plutôt sur les up return. non, ouais, non, c'est plutôt counterparty et surtout les OmniLayer qui fait ça. Ok, Euh, ok. Voilà, mais OmniLayer, je pense qu'ils ne se considèrent pas comme des color coins justement, parce que les jetons, justement, c'est plus proche des, terrible, c'est plus proche des BRC20 parce que les jetons euh, enfin, ils ne sont pas liés à des satoshi sur la chaîne. Quand tu fais une transaction sur Omni, en fait, tu fais la même chose que RGB, sauf que tu écris le commit de la transaction, le commit de la transaction, tu l'écris dans un up return. Et en plus de ça, bah ouais, c'est pas comme RGB non plus parce que le propriétaire, la personne à qui tu envoies les jetons doit apparaître en adresse de sortie de ta transaction, une vraie adresse. Donc bon, euh, ça reste proche quand même des color coins aussi par rapport à RGB. Bref, c'est question compliquée, hein, question compliquée de répondre de manière très précise là-dessus, je dirais, parce que euh, on touche vraiment à l'objet bizarre qu'est Bitcoin. C'est-à-dire, moi, j'aime bien dire que Bitcoin, c'est un peu la physique quantique. C'est à la physique ce que la physique quantique. Euh, c'est à la finance ce que la physique quantique est à la physique, quoi. C'est genre, on parle de notions vraiment très abstraites et bizarres sur les notions de transfert de propriété, d'historique et d'identité. Donc, c'est très, très dur de décrire ça. Euh, et on va dire qu'il y a plein de gens qui ont essayé de construire là-dessus, et c'est très très dur de décrire la réalité que c'est avec des analogies, quoi. Et le problème, c'est que Color Coin, c'est une analogie, donc du coup, ça, c'est vraiment dur, quoi. C'est- Voilà. Ouais, non, mais je pense que ta réponse a été très précise. Ouais, j'essaie de Euh, rester précis, de pas être trop, enfin, c'est approximatif, mais pas faux. Voilà. J'essaie hmm. de contenir les erreurs que je fais en parlant des choses, mais c'est pas, enfin, c'est vraiment pas facile, là. Ah non, non, mais j'ai bien Mais, compris. mais bon, bref, quelque part, ça y ressemble, mais les jetons, ils ne sont pas liés à des jetons sur la blockchain, donc pas vraiment quand même. Donc c'est entre les deux. Voilà, je répondrais que c'est entre les deux. Il y avait une autre question toujours de Kibevox. Pourquoi est-ce que ces jetons génèrent autant de trafic sur la même pool? Je pense qu'on y a pas mal répondu déjà au début du space. Il y a Gigi qui a bien expliqué pourquoi il y avait une incitation économique par rapport notamment aux premiers ordinals, aux premières inscriptions qui étaient des images qui n'avaient pas forcément d'incitation à passer directement et donc qui restaient comme ça dans la tranche basse entre les 1-2 sats par byte, et qui étaient comme l'a dit Gigi, des acheteurs de dernier ressort pour le block space. Ben, là, finalement, ils ont des incitations économiques à passer devant les autres. Et Gigi l'a pas mal expliqué, l'a bien expliqué au début du space. Je sais pas si tu voulais rajouter quelque chose par rapport à ça, Panta, mais je pense que Non, c'est une très c'était très bonne clair. remarque. C'est une très très bonne remarque parce qu'effectivement, enfin, j'y avais pas pensé sur le moment, mais effectivement, c'est des transactions qui coûtent forcément cher parce qu'elles sont grosses, donc elles coûtent forcément un peu, et surtout elles coûtent très cher à augmenter en frais quand elles sont plus grosses. Après, bon, les inscriptions de BRC, elles sont quand même assez petites, donc c'est raisonnable, mais voilà. Mais c'est vrai que j'avais pas pensé au fait que contrairement aux inscriptions, quand tu fais une transaction BRC, tu as envie qu'elle passe peut-être un peu plus vite, quoi. Surtout quand il y a eu l'effet grosse spéculation derrière. Donc ouais, je comprends, effectivement.
Puis après, il y a Voilà. aussi peut-être, enfin, c'est lié évidemment, mais là, j'ai regardé un petit peu le fonctionnement du wallet, la Unisat. Il te met par défaut des frais énormes pour passer tes transactions. Donc, c'est peut-être aussi lié à ça qu'ils comprennent pas Ah, forcément le mécanisme. Ceux qui utilisent ça, ils comprennent pas forcément yes, tous le j'ai mécanisme des frais sur Bitcoin. Et ils mettent par défaut, ils disent, OK, là, c'est moyen, là, c'est petit, OK, c'est comme MetaMask, ça passe. Ouais, il y a de ça aussi. Moi, je me pose une question là. Il y a eu un truc Ordinal Wallet. Il y a eu un truc Ordinal Wallet qui était sorti à un moment et c'était pas fait par des mecs de BSV. Et je me demande s'il n'y a pas aussi un truc du genre un peu tordu. C'est peut-être un peu tordu ce que je raconte, mais un truc du genre, c'est des mecs de BSV qui ont développé un truc pour Ordinals et qui mettent des frais élevés pour montrer à quel point Bitcoin c'est cher en frais, tu vois. Je me demande s'il n'y a pas de ça aussi. Ouais, ça sonne un peu 2017, mais ouais, ça pourrait être pas mal. Ça sonne, ouais, Une grave bonne 2017, théorie. c'est sûr, mais peut-être qu'aujourd'hui, c'est limite complotiste de dire ça, mais je sais pas, tu vois. Mais Bah, ce serait un peu ridicule, je trouve, mais bah, en vrai, tu sais, BSV, ils ont pas peur du ridicule, hein, on va pas s'en cacher quand même, hein. Je veux dire, ils sont capables sont mais capables ça aurait été pour faire quoi? Ça aurait été pour faire un bout de pub, quoi. Enfin, je veux dire, ils auraient Ah fait ouais? juste un pro. Ouais. Ouais. Quand financé par Craig Wright, ouais. Ils ont déjà fait des Ouais, choses, ouais, ouais, ouais. ils ont déjà fait des dingueries. Ces mecs-là, ils sont capables de faire des trucs. Enfin bon, de 2017, c'était l'apogée peut-être. Peut-être qu'aujourd'hui, ils ont plus les moyens financiers de faire ça, mais je veux dire, il y avait quand même des moyens financiers qui étaient mis pour attaquer Bitcoin derrière. Et, euh, et des gens qui attaquaient Bitcoin très fortement avec des moyens financiers parce qu'ils voulaient garder le contrôle. Donc bon, et Craig Wright, clairement, il a fait son BSV et clairement, vu comment il utilise les tribunaux pour essayer de foutre dans la merde les développeurs, euh, il essaie par tous les moyens, hein. Donc voilà, je sais pas. Mais C'est c'est peut-être, intéressant de voir la enfin, je pense, créativité des gens quand ils veulent. Parce que, du coup, quand tu as des nouvelles features qui sortent sur un protocole qu'ils aiment pas, du coup, pour lesquels ils sont contre, ils vont tout faire, c'est pour genre l'exploiter dans le mauvais sens du terme. Enfin, c'est ouf faire cette. en sorte que ça fasse de la congestion un maximum, Ouais, avec un voilà. maximum de frais pour pouvoir dire aux gens, eh, venez sur BSV, il y a moins de frais. Parce qu'après, je me posais une Mais question quand même, mais enfin, comme je sais plus qui c'est qui avait parlé de ça. Je crois que c'était toi, Gigi, mais je suis plus sûr. Mais au bout de, ah non, c'était hasard. Euh, si jamais on a vraiment enfin, que ça continue en fait comme ça, genre qu'il y a énormément de personnes qui utilisent ces protocoles-là, est-ce qu'on va pas se retrouver du coup avec juste énormément de frais, mais genre même pour les transactions basiques, quoi. Ou alors faudra du coup se tourner vers Lightning. Mais je sais pas, je trouve que c'est un truc un peu inquiétant. Je sais pas, t'en penses quoi, toi? J'ai pas trop réfléchi, j'ai vraiment découvert le BRC20 que la semaine dernière, tu vois, et c'est la première fois vraiment que j'en entends parler et tout ça. Donc c'est vraiment tout neuf. Je vais pas trop euh, chercher encore le protocole, quoi. ouais, je me permets de répondre et puis après j'ai laissé Gigi parce que je pense que le point de vue de Gigi est très intéressant aussi. Euh, bon, là en gros, tu es en train de parler de est-ce que la congestion du réseau, enfin on peut dire la congestion pour pouvoir faire entrer la transaction dans un bloc, c'est pas un problème. Euh, Bah, si tu veux, Et c'est 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 un un peu le mode business différent. model aussi. C'est un mode différent de fonctionnement de Bitcoin en fait, faut se dire qu'actuellement, quand tu n'as pas, quand tu as des blocs vides qui passent, ça veut dire que quelque part la demande en block space, en espace de bloc, elle est inférieure à l'offre. Et donc le block space n'est pas une quantité rare. Donc on ne se bat pas pour l'avoir. Et donc quand on ne se bat pas pour le block space, il n'y a pas de marché de frais. Parce que le, les économistes te diront que le marché, c'est un ensemble de comportements qui émergent lorsque l'on est en situation de devoir se partager une ressource rare. Et, euh, et c'est le fait que cette ressource soit en quantité insuffisante fait que les gens vont mettre un prix et il va y avoir émergence d'un prix. Et du coup, il y a un fonctionnement de type marché avec des frais, etc. Et bon, on va dire que bah, là, avec pendant pas mal on a eu que quelques périodes sommaires pendant lesquelles on avait effectivement un vrai marché de frais avec une vraie congestion. Mais sinon, on a eu très très souvent que du block space en large quantité sans jamais aucun problème. Et c'était pas le cas d'Ethereum en fait. Quand tu regardes Ethereum,
Ethereum, la même pool a pas clear pendant des mois. Pendant des mois, pendant même des années, ça n'avait pas clear. C'est-à-dire, il y avait des transactions qui étaient en attente depuis des années dans Ethereum qui ne passaient pas. Enfin, après, je dis pas que la transaction ne passait pas parce qu'elle peut être fee bump ou des choses de ce type-là. Donc voilà. Mais je veux dire par là que Ethereum, euh, ça a coûté cher pendant très longtemps et même jusqu'à très récemment, la même pool, elle n'avait jamais clear. Il y avait tout le temps des gens pour faire des transactions, il y avait tout le temps des frais à payer. Et pour autant, les frais de transaction d'Ethereum, eh ben oui, il y avait des périodes où ils étaient très élevés et puis il y avait des périodes où ils étaient plus bas. Bon, bah, il y avait un marché, quoi. Il y avait des périodes où mais il y avait des semaines où il y avait beaucoup de pression sur les transactions et donc il y avait un prix qui était ce qu'il était, assez important, quelque chose, je sais plus, je crois que c'était de l'ordre de 10 dollars, je crois, la transaction, des choses comme ça. Et, euh, et il y a eu des périodes où c'était beaucoup plus, des périodes où c'était beaucoup moins. Je pense que ce qui est compliqué à gérer, moi, c'est le problème que je trouve compliqué, c'est pas le fait qu'il n'y ait pas assez d'espace de bloc pour les gens. Pour moi, le problème de marché de frais dans Bitcoin, c'est plus qu'il va être certainement extrêmement volatile. Donc ça risque d'être difficile à gérer. Peut-être qu'il y a un monde où ce qui va nous faire le plus galérer, c'est de dire, mais waouh, on peut avoir les frais qui sont multipliés par 10 en littéralement un jour, quoi. Alors même que je parle pas d'une situation où d'un seul coup, la même pool, alors qu'elle se clear tous les jours, d'un seul coup, elle se clear plus. Non, je te parle vraiment de la même pool, elle est tout le temps pleine, il y a tout le temps trop de transactions qui veulent passer, mais il y a des moments où il y a tellement de pression que le marché de frais fait que le prix est méga élevé sur un moment, quoi. Donc bon, moi je m'inquiéterais plus de la volatilité du marché de frais que le fait qu'il n'y ait pas assez d'espace de bloc. Le fait qu'il n'y ait pas assez d'espace de bloc, ça va juste rationner, ça va juste forcer les gens à optimiser leur utilisation de l'espace de bloc. Donc ça va price Ouais, c'est out plein de intéressant, choses, ouais, ça. ça va On dirait price out tu plein de sais, choses. ça sépare les use cases en fait, et on le voit. Enfin, du coup, il y a des liquidités qui vont servir à ça, genre à Ordinals, d'autres qui vont servir à Stamps, d'autres qui vont servir à juste les gens qui veulent faire des grosses transactions. C'est intéressant de voir comment ça se découpe un petit peu Voilà, tu l'utilisation du vas, protocole en tu fait. vas forcer une distribution, c'est-à-dire que là, actuellement, ce qui prenait beaucoup de place, c'était BRC. Ça va peut-être changer, peut-être on va voir si ça continue ou pas de prendre de la place. Mais en fonction des protocoles existants, les protocoles de seconde couche, en tout cas qui utilisent la blockchain, ils vont se battre les uns contre les autres dans le marché de frais. Et à la fin, il y aura une distribution qui correspond à un optimum, entre guillemets, de valeur ajoutée du protocole versus la place qu'il prend dans la blockchain, dans la manière qu'on a de décompter la place qu'il prend via les weights et tout. Mais tu vois, par exemple, les stamps, ils se sont fait pas mal price out du coup par les BRC20 parce que tout simplement, c'est extrêmement cher les stamps à faire. Et à juste titre, hein, puisque ils sont extrêmement lourds pour le réseau. Donc ça ne fait que être représentatif de ça. Donc voilà, c'est juste un mode différent. Mais il faut pas se dire que ça y est, c'est la pénurie, quoi. En fait, la pénurie, les marchés sont faits pour la gérer, en fait, pour la transformer en non, c'est pas une pénurie, c'est juste un marché, en fait. Et c'est juste que pendant la norme, ça a toujours été pas de marché de frais, en fait. La norme, c'est pas de marché de frais sur Bitcoin. Et ça va peut-être devenir lorsqu'on va avoir effectivement tous ces protocoles qui font des choses qui ressemblent à de la finance décentralisée parce qu'il y en a qui pourront pas passer off-chain. Mais du coup, ce qui est bien, c'est que ça va stimuler de l'innovation sur les protocoles off-chain et c'est très bien. C'est vraiment très très bien. Et on manque pas de solutions. Ce qui est bien, c'est que le Lightning Network a démontré que c'est pas parce que le réseau est congestionné, il est en marché de frais en permanence que les gens peuvent pas se payer. Et c'est ça qui est beau quelque part, c'est qu'on peut quand même se payer, alors que si on devait ouvrir un canal Lightning, ce serait un enfer. Mais oui, mais on en a existant. Les canaux Lightning, on peut attendre très longtemps avant d'en ouvrir un. Donc, il n'y a pas de problème à mettre des frais très bas. Enfin, voilà, il y a des choses. Il va y avoir une gestion très optimisée. Les gens vont s'organiser pour optimiser l'utilisation du block space en fonction de la demande dans les différents trucs, dans les différentes applications qui utilisent du block space. Moi, je le vois vraiment comme une ressource, hein. Et c'est vraiment dire, Bitcoin, c'est un protocole qui permet de créer du block space, quoi.
Et bon, faut pas exagérer, ça veut pas dire qu'il faut conserver n'importe quoi dedans, puisque comme j'ai dit, Bitcoin, ça sert avant tout à vérifier la double dépense. Mais quelque part, d'un point de vue économique, il crée du block space, et ce block space, il est acheté justement via les frais de transaction. Donc en fait, les bitcoins que tu as, ça représente, enfin, le prix du bitcoin que tu as, ça représente la valeur qu'a ce block space. Et quand il est en congestion, et ben, Simplement une naturellement, enchère de block space, en fait. voilà, ça va Le marché de être ouais, juste ça. ça. Ok. Et oui, effectivement, il y a des gens, ils voudront faire passer leurs transactions et puis ils vont payer très cher. Et puis il y en a, ils pourront pas payer aussi cher que ça. Bon, bah, ils vont être obligés d'attendre ou de trouver un usage. Ça veut juste dire que l'usage qu'ils veulent avoir de la blockchain, ils n'ont pas assez d'argent pour ça. Ils sont pas prêts à payer assez, ils n'ont pas les moyens de se l'offrir. Et donc, ça va déclencher toute une réflexion aussi sur comment tu fais pour rendre ça accessible aux gens si tu as besoin de rendre certaines choses accessibles aux gens. Mais voilà, enfin, je veux dire, c'est c'est des questions compliquées, évidemment. C'est-à-dire que moi, je peux pas répondre, en fait. Je peux pas dire quel sera l'usage futur dans le cas où on est dans un marché de frais tendu avec effectivement une même pool qui ne clear plus. Euh, mais je peux pas parce que c'est en fait, il y aura un marché pour répondre à ça qui va forcer les gens à s'organiser. Bon, et on verra ce qu'il advient. Et par exemple, C'est Ethereum, ça. Ethereum, ils ont considéré que le marché de frais était trop volatile et donc ils ont créé ce truc-là qui s'appelle EIP 1559, où en gros ils ont des frais de base qui sont pas collectés par les mineurs mais qui sont burn, et ils ont des frais supplémentaires qui permettent de classer les transactions par ordre de priorité pour les mineurs. Bon, je sais, je sais pas si ça marche, mais voilà, eux, ils ont décidé que leur marché de frais, ils allaient l'administrer. Ils ont plusieurs fois changé la façon d'administrer le marché de frais. Voilà, bon, bah, moi, j'espère qu'on n'aura pas à le faire dans Bitcoin, mais peut-être qu'on le fera, on verra. Bon, vas-y, Gigi, là, dis-nous ce que t'en penses. Non, en vrai, ta réponse, elle est parfaite. Mais juste pour donner un peu des idées aux gens sur ce qui va se passer potentiellement dans le futur, parce que moi, j'ai pas mal réfléchi. Effectivement, tu l'as dit, le block space, c'est une ressource, c'est une commodity. Et donc, comme toutes les commodities, un jour, ça va devenir financiarisé. Et donc, en fait, pour moi, c'est pas vraiment un problème de penser à est-ce qu'on pourra utiliser le même pool, avoir accès au block space dans le futur, parce qu'en fait, en tant qu'utilisateur moyen, tu toucheras jamais en fait au même pool et à la blockchain Bitcoin. Pour moi, ce qui va se passer, c'est que cette commodité qui est le block space, elle va être accaparée par des entités plus larges qui vont le vendre en avance. Et donc, en fait, ce que tu auras sûrement dans le futur, et peut-être même d'ici le prochain halving, ça sera des block space futures où tu dis, voilà, moi, je sais pas, je suis un business, je suis un mec qui a beaucoup de channel Lightning et donc a besoin potentiellement d'avoir accès à du block space. Je veux que tu me réserves, je sais pas, 10 mégabytes de block space d'ici un an pour ce prix-là. Et donc, en fait, tu as un monde où potentiellement les 100 000 prochains blocs de Bitcoin seront réservés à l'avance et ce sera constamment des blocs pleins parce qu'il y aura ce marché-là qui sera complètement financiarisé. Et je pense que c'est le futur vers lequel on va. Et qu'en fait, toi, en tant qu'utilisateur moyen, euh, tu n'auras pas forcément besoin de réfléchir à ce genre de choses. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que historiquement, quand tu arrives à financiariser ce genre de commodities, eh bien tu réduis la volatilité qui est associée parce que justement, tu as la partie temporelle qui vient lisser les prix. Et donc c'est ça qui est assez intéressant. Mais bon, tout ça, c'est que de l'hypothèse et c'est dans longtemps, mais c'est vers là où on va, je pense. Ouais, je pense ça. Il y aura Ouais, peut-être un monde où il y aura de ça. Voilà. Ça me paraît pas impossible. Après, ça suppose quand même que les mineurs sont très organisés pour pouvoir répondre à ce marché futur. Après, ça veut dire que tu auras des mineurs qui ont une proportion suffisante du hash rate pour pouvoir prétendre financiariser, faire des futures sur du block space. Mais clairement, je suis raccord avec ça. C'est une commodities, donc ça va être administré comme une commodities. Donc il y aura peut-être effectivement des futures sur ce genre de commodities. C'est juste que pour l'instant, on n'en a pas besoin, quoi. Donc,
sur Ordinals, tu as eu beaucoup de projets Ordinals qui ont fait des paiements out of bands directement au pool pour pouvoir réserver du block space et avoir leur propre, par exemple, avoir un projet minté à 100% dans un seul bloc, par exemple. Donc c'est déjà, Ok, déjà une petite partie de ça qui existe, on va dire. ok, Mais c'est vraiment très intéressant. ouais, j'ai une question par contre, c'est que en fait, elles peuvent pas, enfin ces entités-là peuvent pas promettre que, par exemple, votre transaction passera dans tant de temps. Elles peuvent juste te dire, bah prochain bloc, c'est pour vous. Du coup, c'est plus comme ça. À moins que du coup, elles aient une grosse proportion du hash rate du réseau, ce qui veut dire que si elle leur dit, par exemple, ouais, j'aimerais bien être pris dans le prochain bloc, bah qu'elles soient sûres de pouvoir vraiment le miner le prochain bloc, quoi. Parce que sinon, bah ça marche pas. C'est pas un service qui marche, quoi. En fait, c'est un service qui marche à partir du moment où toutes les poules proposent ce service et commencent à être en concurrence. Parce que c'est-à-dire que si tu veux, ça sera un marché au même titre que, je sais n'importe quoi, l'accès à la data, c'est un marché. C'est-à-dire que si tu auras un block space provider, tu lui dis, je veux que tu me réserves 10 mégabytes, et lui, il va aller voir Antpool, Foundry, tac, 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 il va regarder les prix, il va te dire, voilà, c'est ça le marché, et donc, si tu veux le prochain, c'est ça, si tu veux être garanti dans les prochains 1000, c'est ça, etc. Tout sera pricé, si tu veux, en fonction d'une curve assez classique, quoi. Ah, j'avais pas pensé à ce qu'il y ait une personne entre les deux, entre du coup, ouais, cette personne qui pourrait du coup être en contact avec les miners et avoir vraiment cette organisation un peu. C'est intéressant de fou en vrai. Merci pour pour l'intervention. Vas-y, Rami, peut-être. Ouais. Salut, ça va? Salut Salut. Rémi, ça va et toi? Ça va, merci. Moi, ce qui m'avait tilté, c'est quand tu avais parlé de, tu sais, de la nouvelle gestion des frais avec l'EIP 1559 de notre frérot Abdelhamid, hein. Et bah, Yes. moi, enfin, j'espère qu'on n'aura jamais, en tout cas, à changer la politique monétaire, en tout cas, des mineurs et de la gestion des frais. Enfin, je l'espère bien, parce que c'était une catastrophe. Après, peut-être des gens vont me contredire, mais ce qui s'était passé au final, c'est que tu avais une rémunération des mineurs qui avait baissé, je crois, environ de 15 à 25%. Tu avais une congestion du réseau qui était pareille, voire même plus élevée. Et au final, les personnes payaient les mêmes frais, voire plus élevés, voire stabilisés. Donc, c'était vraiment une catastrophe. Ça me fait un petit peu penser à l'État qui essaie de réguler un marché, tu vois, parce qu'on va mettre de nouvelles règles, donc ça va mieux se passer. Et au final, bah, c'est pire, quoi. Il y a tout le monde qui perd. Enfin, j'ai trouvé ça super marrant. On a eu la preuve que, encore une fois, que on est très proche d'un système, tu vois, d'une autorité de régulation avec l'Ethereum Foundation qui vient te dire, tu vois, à chacun de ses calls avec les développeurs core qui viennent dire, bon, bah, comment on va gérer la politique monétaire d'Ethereum. Et il y a une politique hyper interventionniste, quoi, et qui vient gâcher le marché la plupart du temps. Alors que ce qui marche le mieux en général, c'est quand tu laisses un marché libre et potentiellement on peut voir bah, justement des marchés futurs, comme tu l'as expliqué, enfin en tout cas Gigi, tu vois. Et là, c'est beaucoup plus sain en fait. C'est le marché qui va développer de nouveaux besoins et de nouveaux services et enfin tout le monde va y trouver son compte. Voilà, je veux juste amener cette petite remarque. Ouais, après, je suis totalement, évidemment, je suis à peu près d'accord hein, sur le fait que plus tu interviens dans le marché, plus c'est compliqué. Mais dans le cas de l'EIP, en fait, il y a une manière aussi, il y a quelque chose qui est un peu du genre bloc de taille dynamique. Je pense qu'il y a quelque chose qui est un peu dans l'idée de ce qu'il y a sur Monero, mais en encore un peu plus compliqué. Où s'il y a beaucoup de frais, il y a moyen que le bloc s'agrandisse en taille. Enfin, il y a des histoires comme ça quand même en plus. Donc, en plus du fait qu'il y a des frais qui sont burn et des frais qui sont pas burn et des choses comme ça. Et ouais, c'est compliqué, c'est un sujet qui est compliqué parce que c'est clair que tant que ce sera pas financiarisé, je pense qu'effectivement il va y avoir des très très gros pics de volatilité sur les frais parce que c'est des commodités qui sont trop court terme en fait. Donc ça c'est un peu comme un marché de l'électricité, des choses comme ça peut il peut y avoir d'un seul coup des grosses variations de prix parce qu'à l'instant T, il nous en faut du block space et puis à l'instant T plus 1, il nous en faut plus du tout. Donc voilà, il y a une grosse volatilité qui reflète le fait que la demande va être aussi très très volatile. Donc c'est peut-être là-dessus que ce sera peut-être plutôt compliqué à gérer à ce niveau-là parce que là, bah, tu peux rien faire contre la volatilité si ce n'est payer un peu plus cher mais pas ou organiser le marché en futur comme le dit Gigi.
Mais voilà, après, protocolairement, on peut rien faire, hein, de toute façon. Enfin, on peut faire des choses, mais quand il commence à y avoir pénurie de block space parce que on limite la taille du block space, si on considère que la priorité, ça reste quand même d'avoir une taille de bloc fixe, et ben à partir de là, il n'y a pas grand-chose à faire en fait. On est obligé de laisser faire parce que sinon on va tomber sur des choses qui d'une manière ou d'une autre auront des travers plus ou moins visibles. Donc voilà. On peut pas lutter contre ça. C'est juste que bon bah ce comportement-là, il n'apparaît que lorsque le block space est vraiment scarce, quoi, qu'il n'y a pas assez de block space. Au fait, c'est juste un truc en plus par rapport à la volatilité des fees. Tu peux aussi avoir des gens qui vont venir hedger le prix des fees, comme dans les marchés financiers, où tu peux hedger les prix. Donc, tu peux très bien imaginer que tu es un counterparty ou un broker qui vient de prendre l'autre côté du trade et que tu puisses arriver à sécuriser un fee rate constant dans le temps si tu as accès à ce genre de service-là. C'est aussi imaginable. Yes, totalement imaginable. Après, c'est juste que bon bah voilà, c'est une assurance qui est ça va être sûrement très coûteux parce que bah, plus c'est volatile, plus l'assurance est coûteuse, quoi. Donc voilà. Mais bon, on verra, hein. Enfin, on sait pas de quoi l'avenir. Enfin, moi, je sais pas de quoi l'avenir est fait à ce niveau-là, donc on verra. En plus, ouais, tu as parlé de Monero, c'est intéressant Monero, comment il gère un peu les frais. Bon, déjà, dans l'idéologie autour de Monero, il y a beaucoup cette idée que les petites transactions doivent absolument passer, que ceux qui n'ont pas forcément de quoi payer les frais doivent quand même passer. C'est pour ça qu'ils ont introduit aussi les blocs dynamiques. Mais il y a aussi un truc au niveau de ces blocs dynamiques, c'est que derrière, il faut mettre un mécanisme anti-spam. Et sur Monero, en l'occurrence, le mécanisme anti-spam, c'est ce qui va avec, c'est l'émission perpétuelle. C'est les fameuses 0,6 XMR, que le mineur, soit il fait un bloc de taille standard et il a le droit à ces 0,6 XMR, soit il choisit, il se dit, ah ben là, il y a beaucoup de transactions, c'est supérieur au 0,6 XMR, donc je fais un bloc de taille dynamique, c'est-à-dire d'une taille plus grande. Mais dans ce cas, voilà, la pénalité, c'est qu'il ne touche pas ces 0,6 XMR. Est-ce qu'on a envie sur Bitcoin d'avoir une émission perpétuelle? Je ne suis pas sûr. Ou alors ça va être difficile de faire passer. Après, Non, ce qui est compliqué, ouais, je te laisse répondre, Archie, mais ce qui est compliqué, en fait, c'est que quand du coup tu dis qu'il y a l'émission perpétuelle pour permettre de réduire en fait la récompense du mineur de base lorsqu'il fait des blocs plus grands, en fait, ça s'appelle administrer le fee rate. En fait, c'est littéralement dire il existe un prix, un fee rate qui correspond exactement à la baisse d'espace de bloc, enfin le taux marginal de baisse de la taille de la récompense versus le taux d'augmentation du bloc. Donc en fait, ça correspond à un fee rate. C'est-à-dire qu'il y a un genre de prix plafond quelque part qui a été fixé en termes de taille de fee rate, littéralement, de taux de frais. Vas-y, Archie, tu connais mieux le sujet. Bah non, justement, pour le coup, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, pour moi, de ce que j'avais lu, après, du coup, j'ai pas encore certainement été assez loin, mais pour moi, que le bloc soit ajusté ou non ne change en rien la récompense qu'il reçoit de 0 XMR. Je crois que c'est justement en fait cette propriété qui est excellente sur le long terme, en fait. Alors en Mais fait, peut-être que je me je trompe. pense. Je sais pas où tu as eu l'info, Loïc, c'est pour ça, si tu avais une info Alors ou moi, je sais pas, je tu l'avais vois. lu il y a... Putain, je me rappelle plus quand c'est que j'avais lu ça. Mais c'est sûr, je l'avais lu ouais, dans une documentation, je sais plus si c'était monero.org ou un truc comme ça, où il disait justement que le problème d'avoir des blocs dynamiques, c'était que c'est que après tu peux rapidement arriver à du spam, parce que finalement, ce qui évite le spam au niveau des transactions, c'est qu'il y ait des frais. Et du coup, pour éviter ça, ils utilisent le 0,6 XMR. Mais il y avait ce mécanisme que le mineur, il doit choisir constamment en fonction de la rentabilité. Est-ce qu'il y a suffisamment de transactions en attente pour que je fasse un bloc de taille dynamique ou, et dans ce cas, je perds mes 0,6 XMR ou est-ce que je prends mes 0,6 XMR? Mais il faudrait Vas-y, vérifier, peut-être ça a changé aussi. ouais, ce que je te propose, c'est que je fasse mes devoirs pour la prochaine fois et qu'éventuellement on en reparle vite fait. C'est peut-être moi qui n'ai pas fait mes devoirs alors. Mais ouais, il faudra vérifier cette histoire. Moi, de ce que Ouais, je je vais aller vérifier de mon comprends, côté, c'est intéressant. de ce que je comprends, enfin moi de ce que je comprends, Archie, c'est que quand tu augmentes la taille du bloc, la récompense de nouveaux Monero créés diminue. De nouveaux Monero, tu vois, c'est la supply qui est mise dans le bloc
Genre à la place de créer 0,6, tu vas créer 0,5 parce que tu as fait un bloc plus grand que la taille habituelle, la taille qu'on se donne. Euh, et, euh, et du coup, en fait, pour le mineur, c'est pas perdant d'augmenter la taille du bloc. Il va le faire que s'il est gagnant. Et donc, ça correspond en fait à un fee rate. En gros, il y Ouais, a une c'est courbe comme de un peu fee s'il rate. y avait une base. Ok, j'ai capté ce que tu disais par rapport au fait qu'il y avait comme une sorte de frais de base en fait. C'est que même De du coup, s'il plafond, augmente ce ouais. bloc-là, ouais, j'avoue, bien En vu. fait, c'est pas vraiment un plafond, hein, c'est une courbe d'offres qui n'est pas, qui est un peu lissée. Bon, je saurais pas détailler, je saurais pas comment dire ça de manière claire, mais parce que comme ça dépend de comment enfin, faudrait regarder en détail comment la récompense fixe des nouveaux Monero créés, comment c'est déterminé en fonction de la taille du bloc que tu as fait. Mais donc là, faudrait regarder les équations Je te pour te dis, je vais aller faire mes dire. devoirs. Mais globalement, ça va correspondre à dire, bah, pour un certain fee rate, le bloc il peut aller jusqu'à cette taille. Et donc, c'est une manière de faire un genre de, je dis plancher, de prix plafond, mais c'est pas vraiment un plafond, mais c'est dans l'idée, quoi, de dire globalement, si la demande en block space, elle est de temps, alors le fee rate, il doit être de temps, quoi, en gros. Et il y a une correspondance qui est faite comme ça, quoi, économiquement parlant, quoi. Bon, Alors, l'info que j'avais, c'est que c'était vraiment si tu augmentes la taille de base du bloc, t'as pas les 0,6 XMR. En fait, il y a une sorte de taille maximale, un peu bah, comme sur Bitcoin, un petit peu. Mais cette taille maximale, si jamais tu veux la dépasser, tu peux la dépasser, mais t'as pas de récompense Coinbase. C'est ce Alors que que j'avais du au coup, niveau de mes infos. ouais, parce que là, C'est du coup, ce que vraiment. disait Panta, c'était pas ça, c'était que du coup, plus la taille Ouais, du non, il me bloc semble que c'est. augmente, plus ton fee, enfin, ce que tu gagnes, ça diminue, plus ta block Hmm. subsidiaire diminue, du coup. Ouais. Et Bah, je après, vais aller voir de mon côté parce que hmm. c'est intéressant. Et je savais même pas du tout qu'il y avait ce mécanisme-là dans tous les cas. Donc, Bah merci après, beaucoup. c'est aussi beaucoup en lien avec leur philosophie derrière, qui est parce que finalement cette histoire de C'est frais de pour le budget de transaction, de sécurité. récompense, voilà, c'est qui C'est finance juste les pour mineurs, financer la entre autres. sécurité à long terme, ouais. Ouais, voilà, c'est qui finance les mineurs et eux, ils disent, bah, ceux qui financent les mineurs, on voit pas pourquoi ceux qui juste font que au dol et dépensent jamais ne devraient pas financer les mineurs. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, si tu achètes des bitcoins, tu les gardes dans ton wallet, à aucun moment tu finances rien. Enfin, si, aujourd'hui, oui, parce qu'il y a une récompense Coinbase. Mais demain, quand il y aura plus de récompense Coinbase, ce sera que ceux qui font qui feront des transactions qui financeront le minage. Est-ce que c'est C'est juste ou est-ce ça. qu'il faut taper dans l'épargne? Après, Je sais pas. justement, je trouve que c'est un peu la logique ce qui se passe puisque du coup, enfin, Monero, c'est quand même un peu plus simple, on va dire, à miner de chez soi. Par exemple, je peux le faire chez moi, donc je peux participer à la création monétaire dessus. Pour Bitcoin, c'est plus difficile, même s'il y a des poules, etc. C'est entre guillemets moins accessible, et donc ça paraît aussi normal que des gens qui fassent plus d'investissements pour faire tourner le réseau soient rémunérés par ceux qui du coup font des transactions. Ça me paraît Enfin, plus alors, ça, logique dans ce sens-là que. je trouve ça complètement bête de faire ça, d'essayer de se passer des ASICs, parce que enfin, c'est un nivellement par le bas, quoi. Non, je parlais pas de me passer des exits spécialement. Je trouvais juste que ça Non, faisait non, mais par sens rapport au truc de dans ce. Monero. Ouais, ouais, je comprends. Mais ça, par contre, on pourra en reparler. J'ai fait un article si tu veux dessus. Ah, ben j'irai voir. N'hésite pas à le mettre en Je commentaire, là. t'enverrai. Ouais, je vais vous envoyer le lien, ouais, avec J'aime bien plaisir. regarder un petit peu ce qui se passe sur Monero, c'est intéressant. Moi, je parle de randomix et de comment ils optimisent ça, enfin, parce que j'ai découvert en même temps, de comment ils faisaient pour, du coup, être ASIC resistant. Donc, comment on fait pour bah, essayer de faire en sorte qu'ils puissent pas créer de puces où tu peux optimiser avec avec un maximum de circuits imprimés sur une petite surface le plus de résultats, en fait. Et c'est super intéressant, en vrai. Voilà. Ça, par contre, c'est 30 minutes de lecture, voilà. Mais je sais que tu fais des gros articles, toi aussi, de toute façon. Des fois, ouais. Ouais, ouais. Voilà, bon, bah, on a pas mal dérivé, mais c'était super intéressant. Je ne sais pas s'il y a encore des questions, si vous voulez continuer de parler de ce sujet, ou si dans les auditeurs, il y en a qui ont des questions techniques sur les précédents Space Cake également. Là, on n'a pas eu de questions sur les précédents Space. Si vous en avez, c'est le moment. Est-ce que les Oui. gens ont écouté le space sur le DLC, sur les Ah. DLC, parce que en vrai ça devait être terrible, donc. Ah, il était costaud celui-là. Il était costaud, mais c'était super Oh là là, intéressant. C'était super intéressant. c'était pas facile là. Et c'est marrant parce que j'avais parlé des adapteurs signatures pour Schnorr.
Et en fait, il y a récemment un message dans la mailing list qui a été posté par Adam Gibson, Waxwing, celui qui a fait Join Market, où justement il a fait un article explicatif avec des, bribes de preuves de sécurité sur les adapteurs signature pour Schnorr. Et c'est pas forcément clair pour lui non plus, manifestement. Mais ça me faisait marrer parce que j'avais trouvé qu'il y avait peu de ressources en fait sur Internet sur ce truc-là, alors qu'il y en a pas mal sur ECDSA. Et du coup, j'étais un peu surpris. Alors du coup, j'ai dû réfléchir moi-même à comment on ferait pour le faire avec Schnorr. Et voilà que ça commence à sortir, quoi. C'est assez rigolo, les timings. Et il y a beaucoup de Bitcoiners US qui font leur planning en fonction des space cakes. Déjà, la dernière fois, il y avait, je me rappelle, c'était quelle grosse boîte là, qui avait fait exactement le même sujet que nous, mais juste le LN lendemain. Capital. C'était LN Ouais, je pense Capital. qu'ils doivent nous suivre aux US. On doit Voilà, c'est ça. avoir une grosse audience là-bas. Oui, c'était sur le futur de Lightning. Ils avaient fait un space futur de Lightning, et bah nous aussi, juste la veille. Voilà. Alors sinon, Ça en arrive. attendant les questions, il y avait la dernière question de Kibevox que j'avais pas posée. Bon, on en a déjà parlé aussi pas mal, certains d'entre nous. Alors je retrouve plus, c'était quel est notre avis personnel sur les BRC20? Est-ce que tu Ouais, en bah, as déjà parlé pas comme j'ai mal? dit, j'en ai déjà, comme je l'ai dit dès que j'en ai parlé, c'est que bon bah je trouve que c'est vraiment pas optimal comme utilisation, qu'il y a vraiment une meilleure façon d'utiliser Bitcoin, et que bon globalement j'ose espérer que RGB quand ça prendra, les gens utiliseront RGB plutôt que ça, quoi. Mais bon, RGB, ça fait des années que j'attends, donc je dis plus rien, mais voilà, j'ose espérer. RGB, c'est mieux, quoi. Voilà. C'est- Ça scale mieux, c'est plus cohérent avec ce que fait, ce à quoi sert Bitcoin, voilà. Donc j'ose espérer que les gens utiliseront RGB à l'avenir. Voilà. Ouais, mais Plutôt d'un que autre côté, les. tu disais aussi que ça t'embêtait pas forcément. Tu me corriges si je dis une bêtise, parce que justement pour les full nodes, il n'y a pas de coût supplémentaire énorme pour la validation. Et ça n'a pas d'impact grave comme pourraient avoir les stamps sur l'UTXO7 ou des choses comme ça, quoi. Yes, Ça yes, reste quand même, clairement. même si le C'est-à-dire, protocole derrière est en carton, ce qui est on-chain est assez propre finalement. ouais, enfin, c'est propre au sens où ça reprend les enveloppes d'ordinal pour éviter de complètement éclater les full nodes à faire des validations inutiles. Euh, mais donc en ce sens-là, c'est pas une attaque, alors que Stamps, j'étais un peu plus en mode c'est une attaque parce que Stamps, tout est fait pour que justement ce soit le plus impactant sur la capacité des nodes à valider la blockchain plus tard. Alors que dans le cas des BRC20, bon, bah, comme c'est basé sur les inscriptions, justement, il y a eu cette enveloppe qui permet de prévenir les full nodes qu'il faut ignorer ce qui se passe, que c'est juste de la data quelque part, même si c'est pas comme ça qu'ils sont censés l'interpréter. Mais voilà, ça a été globalement fait de manière non malveillante, alors que Stamps, ça part quand même d'une mauvaise intention, hein, qui est de dire ah bah oui, faut pas que tu puisses pruner mes données parce que voilà, parce que le stockage c'est gratuit, parce que faire valider des choses aux gens dans des multisigs inutiles, c'est gratuit. Enfin voilà, c'est pas pricé. Là, c'est un peu plus une attaque. Il y a quand même plus d'intention malveillante. Donc c'est pour ça que je dis pas que. Enfin moi je considère que j'ai pas à juger de comment les gens utilisent la blockchain. La seule chose ce qui m'intéresse, moi, c'est de voir si l'impact qu'ils ont sur les full nodes, il est important. Et s'il est important, est-ce que ça en vaut vraiment la peine, quoi? Est-ce qu'on n'a pas des alternatives meilleures? Et bon, j'ai des meilleures alternatives que les BRC20, mais les BRC20 n'ont pas un impact monstrueux sur les full nodes. Donc, ça va. Maintenant, RGB, c'est mieux. Parce que RGB, par exemple, dans RGB, tu peux transférer, si tu batches tous tes tokens sur une seule UTXO, en dépensant 7 UTXO, tu peux faire des milliers de transferts simultanés d'un coup.
bon, tu peux pas faire ça avec les BRC20 parce que tous les transferts, ils sont censés être écrits dans l'inscription. Donc ça ferait une grosse inscription. Bon, bah, dans RGB, tu verrais rien de particulier dans la transaction. Elle fait la même taille que toutes les autres transactions RGB. Et pourtant, elle transfère des milliers de tokens d'un coup. Donc on peut batcher de manière très efficace dans RGB déjà. Donc c'est pour ça que je dis il scale plus, mais il scale pas pour les full nodes, mais il scale plus pour les gens qui justement utilisent des choses Bitcoin Finance, de la finance décentralisée entre guillemets, sur RGB quoi. Ça scale mieux dans ce sens-là. Ça va pas entre RGB et BRC20. Bon, l'impact sur les full nodes, c'est la différence, c'est peanuts quoi. C'est pas la question. Le problème, enfin, le truc est que RGB étant mieux optimisé que les VRC20, eh bien, a, à dommage égal sur la blockchain, c'est-à-dire une simple transaction ou deux transactions dans le cas de BRC20, donc waouh, il y a 2 fois plus d'impact sur BRC20, bah, tu peux faire beaucoup plus de trucs sur RGB que sur BRC20. Donc c'est pour ça que je dis RGB c'est mieux. Maintenant, moi, je vois rien de problématique dans les BRC20, alors que je vois beaucoup plus de choses problématiques dans les stamps, quoi. Genre, c'est dans ce sens-là que je veux dire les choses. Ouais. Ouais, ça semble évident. Pour ceux qui veulent un petit peu creuser le sujet, on avait parlé pas mal du protocole Ordinals. Bon, on avait parlé dans plusieurs. C'était dans le Spacecake 16, qui était un sujet libre également. On avait parlé pas mal des Ordinals. Après, il y avait eu des entonnoirs du Bitcoin également, l'entonnoir du Bitcoin 60, où il y avait Fanny, c'est toute l'équipe qui avait parlé pas mal des Ordinals. Et le Spacecake, on avait parlé des stamps, bah, c'était le dernier sujet libre, hein, il me semble. Hein. C'était le Spacecake 23. Ouais, c'est récent, hein. Donc oui, Ouais. ça devait être le On mois avait dernier. parlé Ouais. des stamps et du Trixo, la solution de Drija, justement, pour limiter pour résoudre le problème de l'augmentation de la taille de l'UTXO7 des nœuds. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions plus? J'en ai pas vu dans le chat. Si jamais vous voulez monter, n'hésitez pas, même si c'est sur des questions qui n'ont rien à voir, tant que c'est sur Bitcoin. J'ai vu qu'Archie avait vu ce qu'était une sphère cornue en commentaire. Voilà, tu découvres. À chaque fois que tu écris un message, c'est comme Snitchy, genre je le prends comme une énigme en fait. Ah ouais, non, mais tu sais que c'est un contre-exemple mathématique d'un théorème qui est assez rigolo. Voilà. Je sais pas si t'as regardé la page Wikipédia ou quoi, mais bon, voilà, c'est Pas rigolo. encore, pas encore. C'est un exemple de pourquoi en dimension supérieure à 2, le théorème de Jordan n'est plus vrai. Voilà. Et pourquoi la généralisation du théorème de Jordan en termes de surface est pas vraie non plus. Voilà. C'est beau. Merci. Et- Si un jour tu t'intéresses à la théorie de l'homotopie, voilà. Enfin, magnifique contre-exemple de Mais l'homotopie. arrête, j'ai déjà trop de trucs à apprendre, Pantamie. Je sais pas si tu te rends Ah ouais, compte. non, mais... Ah ouais, non, je sais. Désolé. Ouais, j'en profite. Maintenant, il y a une nouvelle chaîne YouTube là, de Découvre Bitcoin qui s'appelle Découvre Bitcoin-du-6 Live, où il y a les retransmissions de tous les Space Cake, en plus sur toutes les plateformes de podcast. Il y a aussi tous les entonnoirs du Bitcoin et les différents lives que fait Roxy, où il parle un petit peu de la gestion de l'Académie Découvre Bitcoin, tout ça. Donc, allez vous abonner à cette chaîne, et puis partagez, mettez des likes, c'est cool. Bon, bah, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on va peut-être clôturer maintenant, non? Qu'en penses-tu? Je suis chaud parce que bon, il est déjà tard. Hein. Puis bon, Super. on sont toujours trop longs dans Space, donc Ouais. c'est pas mal. Ouais. Ah, mais c'était cool, on a bien pu détailler les BRC20. On va voir comment ça évolue. Ouais. On va voir si c'est juste passager quelques jours, quelques semaines ou si ça s'inscrit dans la durée. C'est possible, hein, on ne sait pas.
En fait, enfin, moi, à la limite, s'il y a un truc qui devait s'inscrire dans la durée, c'est pas tant le protocole BRC20, mais c'est plus les extensions naturelles de ce protocole auquel on pourrait penser. Parce que là, vraiment, c'est vraiment bac à sable, hein. Le fait d'être limité à 4 lettres sur le ticker, le fait qu'il y ait que 4 opérations qui soient, enfin 3 opérations que tu puisses faire avec, c'est quand même vraiment très, 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 très basique et très, très, très restrictif. Mais ça va donner des idées à plein d'autres gens. Ça va montrer aux gens qu'ils peuvent, en fait, ils peuvent faire des choses arbitraires sur ces tokens qui n'existent que dans les inscriptions, quoi. Bon, et j'espère qu'un jour ils se tourneront vers RGB après. Voilà. Puis il faut suivre aussi un peu Taro. Yes. Bah, Gigi Bah, est parti, je crois, donc Non, non, mais sans rire, sans troll, ils avaient fait une sacrée levée. Je pense qu'ils vont quand même sortir quelque chose de. Par rapport à la levée qu'ils Ouais, avaient fait, mais ils avaient levé 70 millions pour ça, je crois. ouais, après, la difficulté est grande. C'est ça c'est que RGB, ça a mis du temps parce qu'en fait, il y a plein de choses très compliquées qui s'avèrent qu'il faut gérer pour pouvoir avoir quelque chose qui soit utilisable par des développeurs Ethereum, parce que finalement, c'est ça la cible, hein, c'est quelque part, c'est que les développeurs Ethereum ils puissent utiliser ça facilement, puissent facilement prendre la main là-dessus, même si clairement la LNPPP Association, enfin les gens qui font RGB, ils essaient pas du tout d'être compatibles Ethereum, mais juste dans l'esprit de faire en sorte que développer des smart contracts, ça parle aux gens, quoi. Et, ouais, c'est pas facile en fait d'arriver à ce résultat-là. Et je pense qu'ils sous-estiment la difficulté à Lightning Labs. Et même s'ils ont beaucoup de financement, en fait, il y a aussi tout un problème de réflexion et ils peuvent pas juste reprendre le travail de RGB et dire c'est nous qui l'avons fait, quoi. Ça commence, enfin, RGB commence à être trop avancé, à être là depuis trop longtemps pour que tu puisses juste dire ah bah regardez, je fais mon nouveau protocole et puis c'est exactement RGB mais tu l'appelles différemment. Ça commence à se voir un peu trop, quoi. Donc enfin, tu vois, même s'ils ont été financés, leurs financeurs, s'ils voient qu'ils ont globalement repris un protocole existant et ils n'ont rien changé, je suis pas sûr qu'ils soient très convaincus pour continuer le financement après derrière, tu vois. Donc voilà, pour essayer de refaire RGB sans faire RGB, c'est un peu comme faire ECDSA après le brevetage de la signature de Schnorr, quoi. Je veux dire, tu vas faire un truc, ça va sûrement être très très pourri parce que bah, l'optimum il a déjà été fait, mais juste ils peuvent plus se l'approprier, quoi. Donc voilà, on va voir, on va voir. C'est dingue quand même la différence de budget entre les deux. Et bon, on va voir ce qui sort des deux Ah ouais, côtés, non mais mais il y a une sacrée ouais, c'est différence de triste. budget quand même. Ouais, je trouve ça triste que le côté RGB ça galère sur les financements alors que bon, après, je pense qu'ils ont quand même des financeurs parce qu'il y a il y a quand même des exchanges derrière qui vont se placer hein, sur ces choses-là. Mais je trouve ça quand même triste que eux, ils soient à être 3-4 à bosser sur le protocole, alors que bon, à Lightning Labs, ils doivent avoir une petite, je sais pas, mais ils doivent au moins avoir une demi-douzaine de développeurs là-dessus, quoi. En même temps, il y a du taf, hein, mais bref, bon, on verra ce que ça donne. Bon, ben voilà, on va finir là-dessus, je pense. Yes. Ben merci à tous d'avoir suivi ce Space Cake numéro 27. En attendant celui de la semaine prochaine, n'hésitez pas à aller écouter le Space Cake 26, du coup, qui est disponible déjà sur la chaîne YouTube d'Écoute Bitcoin Live. Dans le 26, on vous a parlé des Discrete Log Contracts, des DLC, donc des sortes de smart contracts sur Bitcoin. C'est très intéressant. Il y a Panta qui nous a fait un grand détail technique de comment ça fonctionne derrière ces DLC et des possibles évolutions futures. Donc, allez l'écouter et le partager. Et rendez-vous la semaine prochaine, sûrement mercredi soir à 21h30. Et je ne sais pas encore de quoi on va parler Eh ben, la semaine si prochaine. Sosten, je ne sais pas si Sosten sera revenu, mais si Sosten est Hmm. bien, arrive à venir, eh bien on commencera à parler de RGB. On verra comment Ah ben voilà, on va structurer ça, on va y réfléchir, mais ça va sûrement être RGB. super. Les épisodes s'enchaînent et sont cohérents. C'est parfait. Voilà. Et ce Eh sera en ben, je plusieurs vous... épisodes RGB, je pense, hein, Ah ouais, pour ouais, sûrement, information. ouais. Ça va être un gros paquet. Deux, trois au moins. Ouais, ça va être ça sûrement, ouais. Super. Eh ben, à la semaine prochaine et merci à tous de nous avoir écoutés. Bonne soirée.
Salut tout le monde, bonne soirée. Ciao, Au merci. revoir. Salut. Merci d'avoir écouté notre podcast, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le partager sur les réseaux et nous mettre une note sur votre plateforme de podcast préférée, ça nous aide énormément. Ceci était une production Découvre Bitcoin, je vous retrouve très bientôt sur les réseaux. Merci à vous et n'oubliez pas de le partager grandement. Salut!